Parfait. Donc aujourd'hui, on aborde un sujet que vous nous avez demandé de traiter, hein, qui est comment reconnaître les symptômes du lupus systémique. Qu'on va faire comme on a déjà fait par le passé, c'est-à-dire je vais d'abord vous présenter quelques données, et puis ensuite, on va avoir un temps d'échange avec des questions. Donc, vous avez compris le principe, hein, on a 2 heures pour échanger donc, sur un sujet sur le lupus, et ce sera donc les symptômes du lupus pour aujourd'hui, pour cette session. Alors, on va commencer en fait par faire un petit sondage. Vous allez participer à la discussion dès à présent. Euh, Vous allez répondre donc au sondage qui est disponible dans la section sondage que je vais vous partager euh, concernant en fait les symptômes que vous avez ressentis déjà euh, en lien avec votre lupus. Donc, pour trouver le sondage, vous voyez, il y a un petit onglet qui s'appelle Sondage Quiz qui doit être en bas de votre écran. Et donc, vous pouvez y répondre. Très bien. Donc, je vois que vous avez commencé à répondre. Donc, quels symptômes en lien avec votre lupus avez-vous déjà présenté? Ou en tout cas, que vous pensez être en lien avec votre lupus? Je vais vous laisser encore une minute pour que vous ayez le temps de bien lire et puis de répondre tranquillement au sondage. Voilà, je vais laisser encore quelques secondes et puis, une fois que tout le monde aura répondu, et j'ai l'impression. Alors oui, c'est normal, hein. Il n'y a qu'une seule question. Et puis donc, vous avez par contre des choix multiples, hein. Donc, vous pouvez cocher plusieurs réponses en fonction des différents symptômes que vous avez pu ressentir en lien avec votre lupus. Très bien. Donc, on va mettre fin au sondage. Donc, je vous ai donné une liste, hein, de symptômes éventuellement que vous avez pu ressentir en lien avec votre lupus. On va mettre fin au sondage et puis on va regarder ensemble les résultats. Alors, normalement, vous voyez les résultats. Je vais voir si je peux agrandir. Alors, quels symptômes en lien avec votre lupus avez-vous présenté? Donc, parmi donc 47 personnes qui ont répondu, hein, euh, 94% ont donné le symptôme de la fatigue. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très souvent rapporté par les patients. Ensuite, on voit les douleurs articulaires et ou gonflements articulaires. 83% parmi vous. Les douleurs musculaires et les douleurs tendineuses, 72%. L'éruption du visage, donc on appelle le rash malaire, 1 personne sur 3 environ. Les lésions cutanées autres, les ulcérations muqueuses. Alors la chute de cheveux, donc ce qu'on appelle nous alopécie, je vois qu'1 personne sur 2, a priori, a déjà présenté ces symptômes parmi vous, parmi l'assemblée. Douleur thoracique ou essoufflement, donc 1 tiers parmi vous. Alors l'atteinte rénale, la protéinurie, les œdèmes et l'hypertension artérielle, par exemple, 28%, donc presque 1 personne sur 3 aussi. Atteinte neurologique, confusion, psychose, épilepsie, AVC, voilà, dépression sévère, donc 13%. Les chutes de globules blancs, 9%. Anémie, pas mal, 28%. Des douleurs abdominales, une perte de poids. Alors, dans le cas du l'entérite pubique,
13%, de la fièvre 15%, des gros ganglions aussi, attente oculaire quelques cas, et puis certains parmi vous ont mis autres. Alors, je veux bien que vous mettiez dans le chat ce que vous aviez ressenti éventuellement comme symptômes autres, et on pourra éventuellement euh, en rediscuter également. Très bien, donc je pense que vous voyez tous les résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire même une capture d'écran, si je peux. Très bien. Oh, pardon, je reprends le partage d'écran. Excusez-moi, on retourne à l'autre diaporama. Voilà. Alors, donc, phlébite, maux de tête, d'accord? Donc, le mot de tête, ça va dans les céphalées. Ah, quelqu'un n'a pas vu toutes les questions, mais c'est pas grave. Et puis, les chutes de cheveux, sans que ce soit une alopécie, ça, on va en discuter. Et puis, OK. Donc, le sondage, on vient de le voir ensemble. Alors, je vous rapporte là pour commencer une étude donc, européenne qui a été menée donc, en 2020. Vous voyez que plus de 4000 patients ont participé à cette étude. C'était un questionnaire en ligne hein, avec traduit en différentes langues et donc distribué dans différents pays d'Europe. Vous voyez qu'il y a quand même une grande participation de la France avec 15,5% de participants français. C'était souvent des femmes et un âge moyen des participants et des répondeurs, on va dire, de 45 ans. Alors, il y avait notamment deux questions. Quels symptômes ressentez-vous régulièrement donc, dans le cadre de votre lupus, évidemment. Il y avait 21 items au choix. Et puis une deuxième question qui était si vous pouviez voir un symptôme disparaître, lequel choisiriez-vous? Et éventuellement un second ou un troisième. Donc vous voyez, donc ça c'était donc cette cohorte de plus de 4000 patients qui répondaient. Vous voyez que le premier symptôme qui apparaît, et de loin, c'est la fatigue. Parmi les symptômes souvent présents. Donc, vous voyez la barre là, gris clair, ça veut dire plus de 80% des patients rapportaient une fatigue, souvent présente. Et puis, en gris foncé, c'est les symptômes les plus ennuyeux. Donc, la fatigue est à la fois le premier symptôme le plus fréquent et également celui qui ennuie le plus les patients. Donc, c'est tout à fait, ça correspond tout à fait à ce que vous avez répondu donc, dans le sondage qu'on vient de faire. Donc, la fatigue, un symptôme vraiment prédominant dans le lupus. Ensuite, quand on regarde donc les autres symptômes, donc vous voyez que les douleurs articulaires et ou les gonflements articulaires sont aussi également souvent présents dans cette étude européenne avec presque 80% des patients, donc presque 8 patients sur 10. Ça correspond également à ce que vous avez donné comme réponse. Et puis les symptômes cutanés qui étaient variés. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la photosensibilité, par exemple. Alors là, il y a la peau sèche, les yeux secs. Alors, c'est pas tout à fait en lien avec le lupus, mais voilà, ça peut être associé. Donc la chute de cheveux, ce qu'on appelle l'alopécie, vous voyez, très fréquente aussi, plus d'un patient sur deux. Euh, le rash, donc ça veut dire une éruption en fait, hein. Et puis des ulcérations muqueuses, donc on est presque aussi voilà, à plus d'un patient sur trois. Alors, les symptômes, donc maintenant, qui étaient le plus ennuyeux pour les patients, donc, on l'a dit en numéro un, la fatigue. Également, vous avez vu donc les douleurs articulaires. En troisième position, ce sont les céphalées qui sont rapportées par les patients. Vous voyez, donc c'est ici. Et puis donc ici, on a la barre de la dépression, de l'anxiété. Et puis en dernier, en cinquième, là, vous voyez, en fait, c'est ici qui naît, c'est l'atteinte rénale. Donc voilà les symptômes qui étaient le plus ennuyeux, on va dire, qui invalidaient le plus le patient. En tout cas, quand il répondait, quels symptômes aimeriez-vous voir disparaître? Eh bien, c'était ceux-ci qui étaient le plus cités. Donc, c'est pas grave, hein, certaines personnes me disent qu'elles n'ont pas vu tout le sondage. C'est vrai que c'est pas forcément très bien présenté. C'est pas grave, vous inquiétez pas. C'était pour avoir une idée, euh, pour amorcer la discussion. Donc, voilà donc, ce qui était rapporté par les patients donc, récemment, là, en 2020, sur une étude européenne. Alors, maintenant, on va un petit peu détailler les symptômes donc, du lupus. Quels sont les symptômes du lupus?
Alors, pour commencer, il faut quand même dire trois choses. Donc, les symptômes, il existe une grande diversité des symptômes qu'on peut rencontrer donc au cours du lupus systémique, c'est la première chose. Donc, beaucoup de symptômes qui peuvent être très variables. Les symptômes sont différents en fonction de chaque patient et les symptômes sont différents même pour chaque patient en fonction des poussées de la maladie. Donc, même si on va faire une liste très longue des symptômes du lupus, ça ne veut pas dire qu'on va les présenter tous dans notre histoire, ou bien tous au cours d'une même poussée, évidemment. Alors, vous voyez, ça, c'est une étude qui commence à dater, c'est 1993. C'était aussi une étude européenne, ça s'appelait l'Eurolupus Project. Donc là, c'est des docteurs qui avaient rapporté tous les symptômes, donc les manifestations cliniques. Donc, c'est la même chose, les symptômes, en fait, ressentis par les patients. Euh, et donc les différentes atteintes. Donc, soit au moment du diagnostic du lupus, c'est ici, at onset, ou soit pendant l'évolution du lupus. Donc, vous voyez, c'était une cohorte assez importante, donc c'était 1000 patients avec un lupus. Et donc, il y avait des définitions très précises et les médecins voilà, devaient rapporter pour chacun des patients qui les rapportaient dans la cohorte quels symptômes ils avaient présentés. Donc, vous voyez par exemple que la première ligne, c'est le rash malaire dont on a parlé, donc l'éruption en aile de papillon. Vous voyez que c'est presque un patient sur deux au diagnostic et puis souvent aussi dans l'évolution. Ensuite, il y a différents types de lupus cutanés voilà, qui sont détaillés ici. Vous avez donc la polyarthrite, donc les douleurs articulaires et plus ou moins gonflement. Vous voyez que c'est deux tiers des patients au diagnostic, donc c'est effectivement un symptôme très fréquent. Et puis, donc, pendant l'évolution, vous voyez, c'est encore plus souvent, c'est 84% des patients. Ensuite, on a ce qu'on appelle les manifestations séreuses, les sérites, donc c'est ce qu'on appelle les péricardites et puis les pleurésies. Donc vous voyez que c'est quand même pas si peu fréquent, c'est presque 20% des patients. Et puis durant l'histoire de la maladie, c'est presque un patient sur trois. L'atteinte rénale, donc qu'on appelle aussi la néphropathie du pic, au diagnostic d'emblée 16%. Et puis vous voyez, durant l'évolution, donc sur une cohorte en Europe, hein, jusqu'à 39% des patients pendant leur suivi. Atteinte neurologique, 12% au diagnostic. C'est vrai que ça semble quand même beaucoup. Et puis, pendant l'évolution, 27%. Ensuite, il y a d'autres symptômes qui sont les symptômes, on va dire, hématologiques, de l'anémie hémolytique ou une chute des plaquettes qu'on appelle aussi thrombocytopénie. Vous voyez la fièvre non spécifique, mais alors c'est quand même aussi, ça semble beaucoup aussi. Et puis d'autres choses un petit peu plus anecdotiques et qui sont en fait probablement pas directement liées au lupus quand il est actif. Donc voilà pour les symptômes cliniques dans cette étude. Donc il n'y a pas eu de nouvelle étude depuis aussi grosse hein, pour évaluer un petit peu les manifestations, c'est-à-dire les différents symptômes qui peuvent être présentés par les patients euh, au cours de leur lupus. Cette étude, ensuite, elle avait comparé en fait ces résultats avec d'autres séries, c'est-à-dire d'autres études mondiales. Donc, par exemple, aux États-Unis, en Asie, vous voyez, et puis donc notre étude là qui était en Europe, il y a quand même des différences. Alors voilà, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit parfois c'est plus ou moins de 30 à 50% par exemple. En fait, ça dépend un petit peu des études qui sont prises pour vous donner une idée. Donc, par exemple, aux États-Unis, là, il y avait plus de 500 patients dans cette euh, cohorte, donc dans ce groupe de suivi. Et puis donc, je vous l'avais dit, 1000 pour l'Europe. Quand on regarde par exemple le rash malaire, donc cette fameuse éruption en aile de papillon, on voit que ça varie. Donc en Europe, on avait constaté 30% de près des patients, puis vous voyez que ça monte jusqu'à 76% des patients donc, dans la cohorte asiatique. Bon, on sait quand même qu'il y a des variations probablement entre les ethnies hein, des manifestations du lupus, mais voilà. Bon, après, ce ne sont que des séries, c'est-à-dire que c'est des dossiers qui sont rapportés par des docteurs. Bon, ça peut varier, voilà. La polyarthrite, donc très fréquente, donc vous voyez 48% là, cohorte européenne et jusqu'à 88% donc dans une cohorte américaine. Et puis l'atteinte rénale, alors ça, vous voyez, il y a quand même des grandes différences, bon, en fonction des séries, c'est-à-dire en fonction des différents groupes de patients qui ont été rapportés dans la littérature. On a 28% quasiment des patients, donc un peu moins, un peu plus d'un sur quatre dans la cohorte européenne, et vous voyez qu'on a pour le coup deux patients sur trois dans la cohorte asiatique qui présentent une atteinte rénale pendant leur suivi. Voilà, en tout cas, ce qui est rapporté par ces séries dans la littérature. Alors, tout d'abord, la fatigue dans le lupus. Donc, on vient de le dire, c'est le symptôme le plus fréquent. Jusqu'à 90% des patients rapportent de la fatigue.
on pense que peut-être il y a un rôle de ce qu'on appelle les cytokines, donc des molécules qui favorisent l'inflammation, notamment les interférons de type 1. Et puis la fatigue, c'est certain, elle est majorée, même si elle peut être un peu chronique, pendant les poussées. Vous voyez par exemple ce tableau que je vous présente. En fait, il y avait une comparaison en cas de lupus non, qui n'était pas actif, donc qui était quiescent, qui était contrôlé, endormi, ou en cas de lupus actif, c'est-à-dire avec d'autres symptômes de la maladie, par exemple une polyarthrite, une néphropathie, voilà. Et ça, ce sont différents scores de calcul de la fatigue. Bon, voilà, elle a été évaluée par différentes façons, hein. Et vous voyez que on a souvent plus de fatigue quand on a un lupus actif. Donc ça, c'est la comparaison entre les groupes. Et vous voyez que ça va de 8% en fonction de comment on évalue la fatigue, en fonction du score qu'on utilise, jusqu'à 33% plus de fatigue entre les patients qui ont un lupus actif par rapport aux patients qui n'ont pas de lupus actif. Donc la fatigue, c'est certain, elle se majore pendant les poussées. La fatigue dans le lupus, finalement, à quoi est-ce qu'elle est due? Donc pourquoi est-ce qu'il y a de la fatigue dans le lupus? Alors on vient de le dire, l'activité de la maladie, effectivement, ça donne de la fatigue. Mais il y a aussi plein d'autres facteurs, vous voyez, qui s'associent. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle une fatigue multifactorielle. C'est-à-dire qu'elle dépend de différentes choses et pas que de la maladie, de son activité. C'est pour ça que parfois, même si vous dites que vous avez de la fatigue, on ne change pas forcément les traitements et on essaye de voir s'il n'y a pas d'autre chose qu'on peut améliorer. Donc, tout ça se mélange. Donc, la fatigue dans le lupus, elle peut être liée à la maladie, mais elle peut aussi être liée à d'autres conditions. Par exemple, une anémie, une carence en vitamine D. Ça a été très bien rapporté par des collègues dans le lupus pédiatrique. Euh, Elle peut être aussi donc aggravée par des problèmes endocrinologiques, donc l'hypothyroïdie par exemple, ou l'insuffisance corticotrope. Elle peut être aussi favorisée par des douleurs, et donc par exemple des troubles du sommeil. Et ensuite, donc voilà, un retentissement donc sur la fatigue. Euh, le moral, il existe aussi une fatigue qu'on appelle psychologique, en tout cas, qui s'associe, c'est-à-dire aussi lié à une anxiété et une dépression. Donc, on peut avoir des troubles du sommeil, et puis et donc tout ça peut majorer aussi la fatigue. Et le ressenti aussi de la fatigue, qui peut être un petit peu différent. Et puis d'autres choses, donc l'activité physique réduite, donc c'est pareil. Les douleurs donnent une activité physique réduite, et puis ça peut favoriser la fatigue et s'entretenir aussi avec la perte de force musculaire et la perte, effectivement, on va dire, de force quand on fait des activités. L'utilisation des corticoïdes aussi donne de la fatigue. Le syndrome fibromyalgique, ça c'est souvent associé au lupus. Enfin, pardon, c'est pas souvent, c'est parfois associé au lupus, euh, jusqu'à 10% voilà, des patients. Donc ça, c'est aussi associé à la fatigue. Ça a été bien décrit aussi. Euh, Autre chose, c'est ce qu'on appelle les dommages d'organes, c'est-à-dire les séquelles qui ont été liées, en fait, qui sont liées, pardon, aux poussées de la maladie antérieure. Donc les séquelles, par exemple, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque, tout ça va aussi aggraver la fatigue. Donc, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent aggraver la fatigue et puis qui, entre eux aussi, interagissent. C'est pour ça que parfois la fatigue est complexe et qu'on n'a pas toujours toutes les solutions pour la contrôler parfaitement. Alors, si on continue un petit peu dans les symptômes et ce qu'on appelle les manifestations donc, générales, c'est-à-dire les signes généraux, donc la fatigue en un, la fièvre, c'est quand même rare et avant tout, il faut penser à une infection, d'accord? Donc, avant de penser que on a une poussée du lupus parce qu'on a de la fièvre, il faut en premier lieu évoquer une infection, d'autant plus qu'on a des traitements qui diminuent les défenses immunitaires, évidemment, de la cortisone à forte dose ou à moyenne dose et aussi les traitements immunosuppresseurs. Donc la fièvre, jusqu'à preuve du contraire, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'infection. Et il y a des patients qui, c'est vrai, à chaque fois qu'ils ont une poussée, vont présenter un petit peu de fièvre, notamment les patients avec un lupus à début pédiatrique. On peut avoir une perte de poids, soit parce qu'on est fatigué, qu'on ne se sent pas bien, voilà. Et ça peut arriver donc en cas de poussée sévère, effectivement, un amaigrissement, notamment lors de la première poussée, parfois de la fièvre, un amaigrissement, une grande fatigue. On peut aussi avoir des ganglions qui sont gonflés, ce qu'on appelle nous des annulopathies, et qui peuvent être un petit peu sensibles et douloureux. Ça, c'est assez fréquent aussi dans le lupus. C'est pas inquiétant parce que ces ganglions-là, ils sont juste un petit peu inflammés, mais c'est transitoire. Et ça, voilà, on peut avoir des ganglions donc, qui sont gonflés, qu'on sent au niveau du cou, au niveau des creux axillaires, par exemple.
les manifestations maintenant qu'on appelle ostéo-articulaires, donc c'est-à-dire qui vont toucher les articulations, mais aussi les systèmes qui sont autour, donc les tendons, les muscles, les insertions musculaires éventuellement. Donc, la polyarthrite lupique, polyarthrite, ça veut dire une inflammation des articulations, hein, c'est pas un nom de maladie forcément. Une polyarthrite, les articulations sont inflammées. Donc, ce sont des douleurs articulaires qu'on appelle, nous, d'horaires inflammatoires. Et ça, c'est très important. Euh, le caractère inflammatoire, c'est typique des maladies auto-immunes et inflammatoires, et inflammatoires. Donc, c'est des douleurs qui apparaissent en fin de nuit et le matin au réveil avec ce qu'on appelle un dérouillage matinal, que vous nous décrivez très bien, hein, c'est-à-dire qu'on a les articulations qui sont un petit peu comme gelées, et avec, après quelques minutes ou quelques heures d'utilisation des mains, par exemple, eh bien, on va se sentir un petit peu mieux, on va se dérouler. Donc, ça, c'est les caractéristiques des douleurs articulaires qui sont d'horaire inflammatoire. Le plus souvent, les douleurs articulaires dans le lupus systémique, elles sont symétriques, c'est-à-dire qu'elles touchent les deux mains, les deux poignets, les deux genoux. Donc, elles touchent plus fréquemment les mains et les poignets. Ça, c'est très, très, voilà, l'atteinte, on va dire, prédominante. Mais ça peut également enflammer les genoux, les chevilles ou les épaules. Et puis, parfois, on a même des gonflements des articulations, ce qu'on appelle, nous, des synovites ou des arthrites et même en extension des inflammations autour des tendons, donc ce qu'on appelle des ténosynovites. On retrouve aussi dans le lupus une manifestation articulaire qui s'appelle donc le rhumatisme de Jacou. Donc ce sont des déformations articulaires qui sont réductibles, c'est-à-dire que quand on prend les doigts, par exemple, de la main et qu'on les remet en position, en fait, l'articulation n'est pas complètement bloquée. En fait, c'est parce que les tendons ont été abîmés, ils sont un petit peu laxes, et donc du coup, ça déforme un petit peu euh, les articulations, ça fait les doigts un petit peu, voilà, qui sont déformés. Donc ça, ce sont des séquelles, en fait, des poussées du lupus, et malheureusement, le plus souvent, en fait, on ne corrige pas bien ces déformations articulaires malgré les traitements. Et puis donc, associé donc à la polyarthrite lupique, on peut donc avoir des douleurs musculaires, soit parce que c'est à côté, les insertions du tendon, elles sont euh, en périarticulaire, soit parce qu'on a une vraie inflammation des muscles, ce qu'on appelle une myosite, et des douleurs donc tendineuses, un petit peu plus diffuses, qui sont voilà, autour, on va dire, des articulations. Alors, les manifestations maintenant cutanées et muqueuses. Le lupus cutané, donc c'est très vaste, hein, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de manifestations. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a plein de listes quand on demande voilà, plein de symptômes différents qu'on attribue au lupus cutané. Donc, vous voyez sur les photos, par exemple, ici, le rash malaire, cette fameuse éruption qui touche donc les joues et le nez, qu'on appelle en aile de papillon. Voilà, vous voyez, comme ça. Donc là, on voit aussi, alors qui est plus ou moins épaisse, plus ou moins rouge, ça dépend un petit peu des patients, hein, évidemment, et du type de lupus cutané. Vous l'avez vu l'an dernier avec le docteur Chassé qui vous a bien expliqué le lupus aigu, le lupus subaigu, le lupus chronique. Voilà, il y a différentes formes, mais et donc les trois peuvent être retrouvés sur le visage. Donc ça, c'est le rash malaire typique, donc l'éruption en aile papillon. C'est très fréquent, tout à l'heure on l'a dit, environ un patient sur deux rapporté dans les séries de lupus, que ce soit en Europe ou ailleurs. Alors, on peut avoir des lésions cutanées partout ailleurs, hein. Donc, le lupus cutané, ça peut être voilà, très différent en fonction des patients et en fonction des poussées. Donc, on peut avoir une atteinte du tronc, c'est-à-dire du décolleté, du ventre, du dos. On peut avoir une atteinte des membres, donc des bras ou des jambes, des extrémités aussi, donc des doigts et des orteils. Donc ici, vous voyez par exemple qu'il y a une atteinte de lupus aigu en bande des mains, vous voyez, cet érythème-là. Puis là, il y a une petite lésion aussi un petit peu plus squameuse, c'est-à-dire avec des petites euh, fines couches blanches, vous voyez. Il y a également, donc on peut avoir une atteinte des oreilles, voilà, ça peut être un petit peu partout le lupus cutané. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle la photosensibilité. Ça, c'est assez typique aussi du lupus. Donc, c'est un érythème, donc une rougeur en lien avec une réaction excessive au soleil. Donc, évidemment, c'est plutôt le visage, le décolleté. Donc, après une exposition au soleil, avoir une réaction très forte pendant quelques jours très rouge, ça, c'est ce qu'on appelle la photosensibilité. Donc, les lésions cutanées dans le lupus, donc le plus souvent, vous avez vu, on a plusieurs lésions cutanées, hein. Quand on a, en général, on n'a pas juste une plaque, quand elles sont en plaque en tout cas.
Elles peuvent donc suivre l'exposition au soleil et être distribuées là où on a une exposition au soleil. Donc, je vous l'ai dit, le décolleté, les bras, par exemple, le visage. Ça, ce sont les zones qu'on appelle photodistribuées. Souvent, donc, on a un érythème, donc une rougeur qui peut être un petit peu palpable, ce qu'on appelle papuleux. Donc, c'est-à-dire que quand on met sa main, on sent en fait un petit peu une épaisseur, voilà, une lésion inflammée, d'autant plus que ce sont des plaques. Puis parfois, on a un aspect qu'on appelle squameux, donc c'est-à-dire avec des petites peaux blanches comme ça. Donc ça, par exemple, vous voyez là, on a une lésion qui est donc un érythème, c'est-à-dire une rougeur. Alors, c'est ce qu'on appelle un petit peu annulaire, ça, vous voyez, c'est un petit peu arrondi comme ça. Et puis, avec un centre qui guérit tout doucement, et en périphérie, encore une rougeur, et donc des petites squames. Ça, par exemple, c'est typique de ce qu'on appelle le lupus subaigu. Et donc souvent, et d'ailleurs, pas souvent, mais ces lésions cutanées, c'est des lésions qui restent plusieurs jours, hein. C'est pas comme quand on a par exemple une rougeur des joues qui dure quelques minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle un flush. Ce n'est pas une inflammation en lien avec un lupus, par exemple. Et puis, c'est pareil, si on a des plaques, par exemple, on peut avoir des plaques urticaires qui durent quelques heures. Les plaques inflammatoires du lupus, elles durent plusieurs jours, hein. C'est pas 2, 3 heures et après ça disparaît. Donc voilà, si vous avez des lésions cutanées mais qui disparaissent vite, c'est très probablement pas votre lupus. Et puis sinon, bah, ce qu'il faut faire, c'est faire des photos parce que vous avez vu qu'il y a plein de choses différentes. Donc le plus simple, c'est de prendre des photos quand on a une lésion cutanée et de la montrer ensuite à son docteur du lupus pour en discuter avec lui. Donc, on en a parlé tout à l'heure, mais donc l'alopécie, ça veut dire que c'est une chute de cheveux. Alors, ça peut être une chute de cheveux en plaques, comme par exemple, là, vous voyez, on voit des petites plaques dans le cuir chevelu, ou bien une chute de cheveux diffuse, c'est-à-dire que tous les cheveux tombent, même si on ne voit pas de plaques ou de lésions dans le cuir chevelu. Donc, l'alopécie diffuse, c'est très fréquent. Vous l'avez vu dans la série que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un patient sur deux qui a une chute de cheveux, et c'est aussi ce que vous avez rapporté quand on a fait le sondage. Donc, ça, c'est très fréquent. D'autant plus que le lupus est actif, on peut avoir des chutes de cheveux, une chute de cheveux diffuse, même si on n'a pas de plaque. Et puis donc, ce qu'on retrouve aussi souvent dans le lupus, notamment en cas de poussée, par exemple, rénale, ce sont des ulcérations dans la muqueuse buccale, qui sont quand même douloureuses, hein. C'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que vous avez des aftes? Ce ne sont pas des aftes, ce sont voilà, des inflammations en lien avec le lupus, mais ça ressemble, parce que c'est pareil, c'est très douloureux. Ça peut être sur le palais, mais aussi, bien sûr, au niveau des joues. Voilà un petit peu pour la manifestation cutanéo-muqueuse. Alors, on va aborder donc d'autres manifestations qui sont les manifestations cardiopulmonaires, en particulier ce qu'on appelle les sérites. Alors, les sérites, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux sérites voilà, différentes. Il y a la péricardite et la pleurésie. La péricardite, c'est en fait une inflammation de la tunique qui euh, est autour du cœur. Donc, ce n'est pas le cœur en lui-même qui est inflammé, mais c'est la tunique qui contient le cœur. Donc, c'est un petit peu comme une poche. Et donc, s'il y a une inflammation, il peut y avoir du liquide. Et donc, du coup, on a une douleur, effectivement, dans la poitrine, ce qu'on appelle une douleur thoracique. La pleurésie, c'est la même chose, mais c'est au niveau de la plèvre. Et la plèvre, c'est la tunique qui englobe donc les poumons. Donc c'est pareil, si on a une inflammation au niveau de la plèvre, une pleurésie, on a des douleurs aussi thoraciques qui vont être plutôt sur les côtés, puisque les poumons, vous savez, sont sur les côtés, et puis donc le cœur au milieu. Donc on peut avoir une douleur thoracique qui persiste dans la poitrine ou bien sur le côté. Donc ça peut être lié à ce qu'on appelle une cérite. Ce sont des douleurs qui persistent, c'est pareil, c'est pas des douleurs qui vont durer quelques minutes et puis c'est une douleur qui va en fait plusieurs heures, toute la journée. Et puis ça peut être associé à ce qu'on appelle une dyspnée. Une dyspnée, ça veut dire un essoufflement qui peut être d'abord uniquement à l'effort et puis ensuite au moindre effort, voire au repos. Donc le souffle coupé et l'impossibilité par exemple de marcher ou de monter les escaliers sans devoir s'arrêter. Ça peut être donc un symptôme de péricardite ou de pleurésie. Et puis plus rarement, il y a d'autres symptômes qui peuvent donner comme ça, pardon, d'autres atteintes qui peuvent donner des symptômes similaires de douleur thoracique, d'essoufflement. C'est ce qu'on appelle la myocardite. Donc c'est une inflammation cette fois-ci de la tunique, enfin du tissu cardiaque, le myocarde. On peut avoir très rarement ce qu'on appelle une pneumonie lupique. Donc c'est comme une pneumonie à cause d'une infection, sauf qu'en fait le tissu du poumon est inflammé du fait du lupus en lui-même. On peut avoir même des hémorragies, donc c'est-à-dire des petits saignements dans les poumons, une inflammation qu'on appelle interstitielle,
Et puis, parfois, on a même plus rarement ce qu'on appelle une hypertension pulmonaire. Les symptômes sont les mêmes. Ce sont des douleurs thoraciques, un essoufflement. Ça doit alerter en faveur de peut-être une inflammation cardiaque ou pulmonaire en lien avec le lupus. Une atteinte donc qui est très importante, vous l'avez compris, c'est l'atteinte rénale. Et vous avez vu que ça varie en fonction des séries entre 25% des patients à 70% des patients dans leur histoire de lupus. Donc, le plus souvent, il n'y a aucun symptôme quand on a une atteinte rénale inflammatoire, donc en lien avec le lupus. Euh, le symptôme, si on peut considérer que c'est un symptôme, qu'on retrouve numéro un, c'est ce qu'on appelle une protéinurie. Donc, on retrouve des protéines dans les examens d'urine. Donc, un examen très simple, c'est ce qu'on fait là. C'est ce qui s'appelle la bandelette urinaire. Donc, on fait ça en consultation. Vous savez, on met la bandelette urinaire dans le pot d'urine et puis on regarde rapidement s'il y a des croix qui s'affichent en faveur de la présence de protéines dans les urines. Normalement, il n'y en a pas quand on n'a pas de maladie rénale ou voilà, euh, peu importe le type de maladie. On confirme avec un échantillon d'urine qu'on prélève et qu'on envoie au laboratoire. Donc, c'est ce qu'on appelle le ratio. Donc, on calcule, on fait un petit calcul avec un échantillon d'urine. Donc, on calcule le taux de protéines dans cet échantillon qu'on rapporte à ce qu'on appelle la créatinine urinaire. Et donc, si ce taux il est supérieur à 0,5 g par gramme, on considère qu'il y a une protéinurie qui est pathologique. Et on peut faire aussi un recueil sur 24 heures. Bon, maintenant, on fait de moins en moins, mais c'est possible. Donc, sur 24 heures, c'est pareil, ça équivaut à 0,5 g sur une journée de protéines dans les urines. Donc, ça, c'est le symptôme principal qui va nous amener à discuter d'une atteinte rénale et discuter de faire une biopsie rénale éventuellement. Mais vous n'allez rien ressentir et c'est pour ça qu'on vous fait systématiquement faire une bornette urinaire et un examen d'urine quand vous venez nous voir en consultation, même si vous vous sentez parfaitement bien. Quand la protéinurie est importante, abondante, on peut avoir des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements au niveau des membres inférieurs, donc les jambes qui sont gonflées. Ce sont des œdèmes qui sont symétriques, qui apparaissent quand même rapidement en quelques jours. Et puis, on dit qu'ils prennent le goût, c'est-à-dire qu'il y a la marque des chaussettes ou la marque du doigt quand on appuie longtemps. Ils ne sont pas trop douloureux, sauf s'ils sont très gros, évidemment. Et puis, on peut aussi avoir un œdème plus généralisé du visage et des paupières, en particulier le matin quand on se réveille, puisqu'on est resté allongé et puis qu'on a donc un petit peu un œdème diffus. Et puis, bien sûr, une prise de poids. Si on a beaucoup d'œdème, on finit par prendre 2, 3, 4 kilos. C'est pareil en quelques jours, du fait donc de la protéinurie. Et puis, si le rein est très inflammé, on peut également avoir une hypertension artérielle à cause du rein. Voir si on a une insuffisance rénale aiguë, on peut avoir, on urine moins, ce qu'on appelle une oligurie, avoir une grande fatigue, des troubles digestifs, donc ça c'est rare, mais voilà, si on a une insuffisance rénale, on peut aussi avoir ce type de symptômes. Donc, avant tout, la protéinurie, et puis si voilà, on a des œdèmes, les jambes qui sont très gonflées avec la barre des chaussettes, eh bien c'est simple, on fait un examen d'urine, et puis très rapidement, on vérifie la protéinurie, si on a un doute. Ça, c'est des signes voilà, très importants que vous devez bien sûr connaître. Ensuite, on a les manifestations hématologiques, c'est-à-dire des cellules sanguines, en fait, hein, hématologiques. Donc, pour commencer, les globules blancs. Donc, une diminution des globules blancs, ça c'est très banal dans le lupus, c'est très fréquent. Donc, c'est soit ce qu'on appelle les leucocytes, donc une leucopénie, soit les lymphocytes, à la famille donc, des lymphocytes dans les globules blancs. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une lymphopénie, c'est-à-dire une baisse des globules blancs par rapport aux valeurs normales. C'est très fréquent, il n'y a pas de conséquences, il n'y a aucun symptôme dans 99% des cas en cas de leucopénie et lymphopénie liée au lupus, puisqu'en fait, on pense que ces cellules, c'est pas qu'elles sont absentes, c'est qu'elles sont ailleurs que dans le sang. Elles sont dans l'organisme. Vous voyez, là où il y a de l'inflammation. Donc, c'est même un critère diagnostique, mais il y a souvent, voilà, le plus souvent, aucune conséquence à ça. Par contre, la thrombopénie, donc ça veut dire une chute des plaquettes. euh, si la thrombopénie est sévère, c'est-à-dire que voilà, les plaquettes sont vraiment très très basses. Normalement, on a à peu près 150 à 250 gigas par litre de plaquettes. Vous voyez, si ça chute beaucoup, que c'est en dessous de 20 ou 30 gigas par litre, on peut avoir des manifestations donc, cliniques, donc des symptômes, par exemple des hématomes spontanés, une tendance au saignement au niveau des gencives, de la muqueuse nasale, des règles très abondantes, trop abondantes. On peut avoir donc également du purpura, donc ça c'est une lésion
cutanée, hein, donc élémentaire. Donc le purpura, c'est une lésion rouge, comme des points rouges sur donc, les membres inférieurs, sur les jambes, les faces latérales des chevilles, par exemple, qui, quand on appuie dessus, ne disparaissent pas à l'état de pression. C'est-à-dire qu'on appuie avec ses doigts et la tache rouge persiste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du purpura. Ça, c'est un signe évocateur de chute de plaquettes. Il faut savoir, voilà, y penser. Et puis, donc, on peut également avoir une anémie. Alors, vous avez beaucoup rapporté l'anémie pendant le sondage. Alors, l'anémie, elle est quand même souvent aussi multifactorielle. Elle peut être liée à différentes choses dans le lupus. Elle peut être liée au traitement, elle peut être liée à la carence en fer, qui est très fréquente aussi chez les jeunes femmes, et elle peut être liée au lupus lui-même, ce qu'on appelle l'anémie hémolytique auto-immune. Et donc, la chute des globules rouges peut entraîner une fatigue, une pâleur, un essoufflement. Donc, tous ces symptômes, on peut en faire un diagnostic assez facilement si on fait donc, une prise de sang toute simple. Une numération, on regarde le taux de globules blancs, le taux de plaquettes et le taux de globules rouges. Donc, quand on a ces symptômes, c'est très simple d'avoir un diagnostic. Il suffit de faire la prise de sang et de vérifier si ça peut être en lien ou pas avec le lupus. Alors, on va quand même aborder les manifestations qui sont un petit peu plus rares, mais voilà, que vous devez aussi connaître. Donc d'abord, ce qu'on appelle le neurolupus, donc les symptômes neuropsychiatriques. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ne sont pas du tout spécifiques. En fait, une inflammation du système nerveux peut donner tous ces symptômes, que ce soit lié au lupus ou pas. Donc, on peut avoir des maux de tête, qui sont les maux de tête qui sont très importants, qui sont résistants au traitement. Euh, Vous le savez, les maux de tête, c'est très fréquent dans la population générale, notamment les migraines. Donc, c'est un symptôme qui est fréquent. Et dans le lupus, ce sont quand même des maux de tête qui sont très particuliers, qu'on n'arrive pas à soulager, et qui sont souvent associés à d'autres symptômes, soit neurologiques, soit de lupus actif. On peut avoir par exemple des crises d'épilepsie, mais comme dans d'autres maladies voilà, du cerveau, hein, notamment aiguës. On peut avoir de la confusion, c'est-à-dire être complètement désorienté, perdu, ne plus savoir, voilà, être agité, voir des délires. Donc ça, c'est plutôt une forme psychiatrique, mais c'est quand même à cause d'une inflammation neurologique. Et puis même, on peut avoir un déficit moteur ou sensitif, par exemple d'un membre ou voilà, du visage, ce qu'on appelle aussi un accident vasculaire cérébral, par exemple. Un autre symptôme, c'est la dépression, mais c'est pareil, ce sont des formes de dépression qui sont très sévères, euh, qui résistent aussi au traitement, qui sont difficiles à traiter et qui sont voilà, vraiment inhabituelles avec une rupture par rapport à l'état antérieur. Donc ça existe aussi dans le neurolupus. C'est souvent pas le seul symptôme, je le répète, mais voilà. Alors, c'est pareil, l'anxiété et la dépression, c'est quand même très fréquent dans les maladies chroniques, hein, on le sait. C'est réactionnel à la fatigue, à l'inquiétude de la maladie chronique et tout ça. Donc, c'est un symptôme qui est fréquent, mais voilà. Parfois, dans de rares cas, ça peut être en lien avec le lupus lui-même. Une autre atteinte qui est rare, c'est l'atteinte digestive. Alors, euh, ce qu'on appelle aussi l'entérite lupique, c'est-à-dire une inflammation des intestins. On peut avoir aussi une pancréatite. Alors, c'est des symptômes qui sont très rares aussi, qui touchent plutôt les enfants. Donc, c'est vraiment des maux de ventre très intenses. On peut avoir aussi une perte de poids, un amaigrissement, des douleurs presque pseudo-chirurgicales, comme si on avait une appendicite. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très fort et ça persiste évidemment. Attention, le plus souvent, les symptômes digestifs qu'on présente, des diarrhées, des maux de ventre, c'est souvent en fait lié au traitement, par exemple les immunosuppresseurs, je ne sais pas, je vous dis le Salcept, ça peut donner des maux de ventre, ou c'est quand même plus souvent les médicaments qui donnent des troubles digestifs quand on a un lupus que le lupus en lui-même. Mais voilà, ça existe, ça s'appelle l'entérite lupique. Et puis, encore plus rare, mais à citer quand même, on peut avoir des symptômes oculaires. Donc, on peut avoir qui vont être essentiellement une baisse de la vue brutale ou des douleurs au niveau des yeux. Alors, évidemment, j'exclus euh, les symptômes en lien avec une atteinte oculaire qui est liée au traitement, puisque vous le savez, on peut avoir une rétinopathie qui est liée au plaquenil, donc au traitement, ou bien des problèmes liés à la corticothérapie, la cortisone, comme la cataracte, le glaucome et tout ça. Donc évidemment, là je vous parle de manifestations qui sont en lien avec le lupus et non avec les traitements. Donc c'est très rare, mais ça peut exister. Donc la rétinopathie voilà, du lupus,
la neuropathie, donc une inflammation du nerf optique, et puis ce qu'on appelle les sclérites visuelles, ce sont des inflammations aussi au niveau des tuniques oculaires. Donc avec comme principal symptôme une baisse de l'acuité visuelle. Donc c'est très rare, mais c'est à connaître aussi. Voilà un petit peu, donc on a fait un petit peu le tour des principaux symptômes du lupus systémique. Je vais bien sûr reprendre un petit peu le chat et puis un petit peu vos questions, notamment sur les symptômes qu'on avait qualifiés de autres par rapport euh, au sondage. Donc je lis un petit peu vos questions. Alors, on me demande combien de personnes ont répondu au sondage. Je crois qu'il y avait 75 personnes à peu près, 75 patients. Ouais. Euh, alors, bah oui, alors je sais pas, effectivement, euh, il semble que vous n'ayez pas bien vu afficher tout le sondage et qu'il fallait aller en bas. Bon, effectivement, il y a beaucoup de questions, donc la prochaine fois, je préciserai. Alors, la fatigue est très difficile à quantifier, bien sûr, et pourtant, alors, on m'interroge sur ce que j'ai dit sur l'atteinte rénale et puis la population asiatique qui aurait plus d'atteinte rénale. Alors, c'est ce qui est rapporté, effectivement. On dit qu'il y a peut-être des patients qui sont plus à risque d'avoir une maladie rénale dans le lupus. Alors, classiquement, on dit que ce sont les enfants, donc les formes pédiatriques. Les hommes aussi auraient plus souvent une atteinte rénale, et donc un lupus sévère, et puis les populations d'origine asiatique ou les populations noires. Voilà, en fait, c'est ce qui ressort des études dans la littérature, donc vous avez vu par rapport à une étude asiatique, une étude européenne, une étude américaine. Donc oui, possiblement, c'est des populations qui sont plus à risque. Le Pacnil peut-il donner de la fatigue? Alors, le Pacnil, oui, peut donner un peu de fatigue, mais c'est quand même essentiellement le lupus, en fait, et d'autres pathologies qui donnent de la fatigue, plus que le traitement par plaquenil. Donc, perte de poids et nausées. Éventuellement aussi, le plaquenil, ça peut donner parfois des troubles digestifs, même si c'est quand même un médicament qui est plutôt bien supporté. Donc, des douleurs au coude, oui, ça c'est possible, hein. Je vous l'ai dit, la polyarthrite, elle touche donc les mains et les poignets, mais également les épaules, les coudes, les genoux. On me demande est-ce que le rash malaire peut apparaître sous forme de boutons rouges sur les pommettes et sur le nez. Oui, c'est pas forcément une éruption diffuse. Là, je vous ai montré plutôt avec un rash très bien limité, on va dire. Mais on peut avoir effectivement des lésions plus en plaques, voilà, avec donc plusieurs plaques différentes qui ne sont pas forcément toutes confluentes, c'est-à-dire qui ne sont pas toutes reliées entre elles. Ça dépend du type de lupus qu'on présente en fait, hein. Alors, euh, quels seraient vos conseils pour retrouver la fatigue? On va en parler juste après. Donc, je vais vous donner un peu, éventuellement, quelques solutions. On va en parler dans la deuxième partie. Comment est-ce qu'on peut essayer de prévenir éventuellement les poussées? Alors, le rage du visage peut-il être diminué, voire supprimé grâce à un traitement? Oui, bien sûr. Le but des traitements, là, on parle des symptômes voilà, qui très valables qui peuvent exister, mais bien sûr, le but des traitements, c'est de n'avoir plus aucun symptôme ou le moins de symptômes possible, hein. Ça, c'est l'objectif principal des traitements. On en a parlé aussi il y a quelques temps, l'année dernière aussi, quand on parlait des traitements. Les objectifs de traitement dans le lupus, aujourd'hui, c'est d'avoir une rémission clinique complète. Ça veut dire n'avoir aucun symptôme selon les scores qu'on remplit, nous, de maladies, d'activités. Donc la fatigue, c'est un peu plus complexe, mais pour tous les autres symptômes, cutanés, articulaires, atteinte rénale, effectivement, le but, c'est de n'avoir aucun symptôme clinique ou vraiment à minima, le moins possible. Alors, on me pose la question de est-ce que le fait d'être dépressif peut faciliter le lupus? Alors, je dirais non, mais tout ça, c'est un peu complexe parce qu'avoir une maladie chronique, donc un lupus, ça peut effectivement donner de l'anxiété et de la dépression. Ça, c'est toute maladie chronique, hein. La dépression d'elle-même ne donne pas maladie auto-immune, il n'y a pas de raison. Mais voilà, tout ça peut se mélanger. Puis il y a des médicaments aussi qui peuvent, alors on n'a pas parlé de ça, mais les médicaments peuvent aussi accentuer un peu l'anxiété, la dépression, notamment la corticothérapie, hein. On l'oublie, mais parfois la cortisone peut influer un petit peu aussi sur le moral. Alors, des problèmes de circulation sanguine peuvent-ils être donc des symptômes de lupus, engourdissement, tout ça? Non. Par contre, il existe effectivement un certain nombre de rénaux que vous présentez parfois associés au lupus.
qui n'est pas donc un symptôme du lupus actif en lui-même, mais qui est associé au lupus, c'est-à-dire qu'il peut exister quand on a un lupus. Mais les traitements du lupus ne vont donc pas influencer ce symptôme, puisque les symptômes qu'on a évoqués spécifiques du lupus, voilà, ceux-ci donc vont être influencés par les traitements. Y a-t-il un moyen de prévenir les problèmes rénaux? Eh bien, pas vraiment. On discutera aussi de comment est-ce qu'on peut essayer de prévenir les poussées. Alors, il y a des symptômes que j'ai tout le temps, ça c'est une très bonne remarque. Comment savoir quand est-ce que je fais une poussée? Alors, oui, alors quand on a des symptômes qu'on présente un petit peu de manière chronique, ça c'est une discussion qu'on peut avoir avec son médecin du lupus, hein. Mais parfois, effectivement, par exemple, la fatigue, c'est l'exemple type, peut persister, même si le docteur a considéré que le lupus est plutôt bien contrôlé. Pareil pour la manifestation articulaire. Donc, on va considérer qu'une poussée, c'est une aggravation de ces symptômes qui persistent à bas bruit. Donc, une aggravation des douleurs articulaires, une aggravation de la fatigue, ça peut être un signe de ce qu'on appelle une poussée ou une rechute éventuellement de la maladie. Et puis, bien sûr, tout ça associé à d'autres symptômes. Donc, effectivement, l'évaluation de l'activité du lupus est parfois un petit peu complexe pour vous comme pour nous. Donc, c'est vrai que c'est aussi avec le suivi et la connaissance de votre maladie et euh, votre docteur aussi, voilà, pour évaluer si vraiment il y a des signes d'activité minimes, modérés, sévères, et puis est-ce qu'il faut un traitement, est-ce que c'est justifié de changer de traitement ou pas. Peut-on donc s'en pousser à avoir des symptômes chroniques, fatigue, faiblesse musculaire? Exactement, c'est ce que voilà, je viens un petit peu de vous décrire, c'est-à-dire que parfois les patients ont des symptômes, alors qui ne sont pas forcément attribués que au lupus, hein, notamment les douleurs articulaires. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la fibromyalgie, par exemple, qui était associée parfois au lupus. Et ça, ce sont des douleurs aussi musculaires, tendineuses, articulaires, mais qui n'ont pas de rythme inflammatoire. C'est très important, cette caractéristique des douleurs articulaires qu'on appelle d'horaire inflammatoire, avec vraiment un dérouillage le matin, euh, et puis on peut avoir aussi des gonflements pour d'autres raisons des articulations, hein. Attention, l'inflammation des articulations n'est pas forcément liée qu'au lupus. Par exemple, si on a un choc, un, un, un saignement dans l'articulation, une hémarthrose, on peut avoir un genou très gonflé. Enfin, je donne un exemple comme un autre, hein. On peut avoir aussi une inflammation des tendons qui n'est pas en lien avec le lupus, mais avec une activité, par exemple, sportive ou voilà, un traumatisme et tout ça. Donc c'est possible d'avoir des inflammations articulaires qui ne sont pas en lien avec le lupus. Est-ce que les douleurs articulaires font partie des symptômes du lupus? Bah, ça peut. Je vous l'ai dit, ça peut être associé parce que c'est une atteinte de proximité, hein. Les articulations, ce sont les jointures, on est d'accord. Mais autour des jointures, il y a aussi tout un paquet de tissus. Donc, il y a la synoviale, donc ça, c'est la membrane qui entoure donc l'articulation. Mais il y a aussi donc les tendons autour, et puis donc les insertions des muscles, donc les insertions tendineuses, et les muscles qui sont à les articulations. Donc, on peut avoir une inflammation locale qui va un petit peu euh, être gênante aussi un peu plus autour. Est-ce que le lupus peut donner des démangeaisons? Alors, c'est pas très classique, le lupus cutané qui est ce qu'on appelle prurigineux. Donc, le plus souvent, le lupus, ça ne gratte pas, le lupus cutané. Il y a pas ce sont des lésions qui ne grattent pas. Alors, il y a une question sur les troubles digestifs. Est-ce que le lupus peut causer des problèmes d'estomac type gastrite? Donc, c'est une bonne question. Donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, les symptômes digestifs, ils sont souvent associés, en fait, enfin, plutôt malheureusement, des effets indésirables liés au traitement qu'au lupus en lui-même. Donc, la gastrite, par exemple, c'est un problème qui est malheureusement fréquent dans les maladies chroniques et qui est plutôt lié au fait de prendre plein de médicaments, notamment de la cortisone, de l'aspirine, plus le fait que ce soit banal, les gastrites aussi, hein. Il y a plein de gens qui ont des gastrites et qui n'ont pas de lupus ou de traitement. Donc, le plus souvent, les troubles digestifs, ils sont liés au traitement. Donc, il faut quand même parler avec votre médecin parce que c'est lui qui va un petit peu adapter éventuellement les traitements ou peut-être y pouvoir les changer, les modifier pour que vous les supportiez mieux. Ça, c'est quand même important. Pas parce que c'est pas le lupus qu'on peut pas en discuter avec son médecin de lupus pour voir si quelque chose peut être fait en parallèle, hein. Alors, donc on me pose la question de plaques autour du nombril qui grattent. Alors, vraiment, le lupus, normalement cutané, ça gratte pas vraiment. Donc, il faut quand même essayer de chercher autre chose que le lupus. Même si c'est très compliqué le lupus et que chaque personne a un lupus différent. Voilà. Globalement, ça ne gratte plutôt pas.
Après, dans le doute, on demande à son médecin référent du lupus, évidemment, hein. On me pose la question d'une thrombose ovarienne, inexpliquée, peut-être liée au lupus. Alors, c'est plus compliqué que ça. Euh, je pense que vous le savez déjà, mais il y a une maladie qui est associée au lupus qui s'appelle les antiphospholipides, le syndrome des antiphospholipides. C'est une maladie avec des anticorps aussi, donc c'est une maladie auto-immune également, qui est associée au lupus dans un tiers des cas environ, mais qui peut aussi être une maladie isolée, c'est-à-dire sans lupus. Et puis, c'est une maladie qui donne des thromboses, donc euh, des caillots sanguins dans les veines ou dans les artères. Donc, peut-être pas le lupus, quoique des fois une inflammation, ça fait discuter, mais ça c'est un petit peu complexe, mais peut-être un syndrome d'antiphospholipides associé peut favoriser les thromboses. Alors, face aux symptômes comme chute de cheveux, douleur articulation, tendinite, etc. après l'accouchement, il faut savoir si c'est en prise de sang, si c'est lupus ou grossesse. Alors, la prise de sang, nous, ça nous aide à réfléchir, notamment si on voit d'autres symptômes, comme je vous l'ai dit, par exemple, une anémie forte liée au lupus, ou bien sûr les urines et la protéinurie. Mais en fait, c'est les symptômes qui nous font, en général, discuter du traitement et de savoir si c'est lié au lupus ou pas. Donc, il faut en parler avec son médecin. C'est possible d'avoir une chute de cheveux après l'accouchement. Ça, c'est physiologique, c'est la chute hormonale. Mais ça peut aussi être le lupus qui se réveille. Donc, c'est vraiment au cas par cas et à discuter avec son médecin pour savoir si c'est le lupus qui se réveille ou bien si c'est autre chose. J'ai un lupus cutané et discoïde sur le visage, ça me gratte par moments très sensible. Alors, c'est pas impossible, hein, notamment le discoïde, parce que le discoïde, en fait, il rend la peau plus fine et donc ça peut assécher un petit peu. Donc, et puis, il y a aussi les traitements parfois, hein. On vous donne des médicaments qui peuvent aussi assécher un petit peu la peau, notamment par exemple le tacrolimus, hein, qu'on met en crème sur le visage, qui peut un petit peu brûler, irriter. Donc oui, ça peut quand même, mais c'est en général pas une lésion élémentaire, c'est-à-dire quand elle arrive, l'éruption, qui gratte fort, comme d'autres maladies de peau, on va dire. La prise de salsette provoque des troubles digestifs. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est vrai. Vous avez raison, c'est ce que je vous disais. En fait, les troubles digestifs, ils sont souvent provoqués par les médicaments plus que par le lupus en lui-même. Alors, donc il y a des gens qui me parlent d'avoir eu la langue brûlante, c'est-à-dire en fait probablement ce qu'on appelle une mucite, donc une inflammation de la langue. Alors, je vous ai parlé de la bouche et plutôt de la muqueuse, c'est-à-dire le palais, la muqueuse au niveau des joues, même si parfois la langue, on peut aussi avoir des aftes. Donc ça, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être par exemple une mycose, une inflammation à cause des traitements de suppresseurs ou voilà, une petite infection, on va dire, euh, de la bouche plutôt que lié au lupus. Tendinites multiples peuvent être liées au lupus. Alors, c'est compliqué, mais ça peut parfois. Donc, ça, c'est pareil, c'est un petit peu à évaluer. Attention, parce qu'on peut avoir des tendinites aussi à cause d'autres choses, à cause de médicaments, par exemple, de la cortisone, ou aussi à cause de la fibromyalgie. Donc, les tendinites, ou bien aussi mécaniques, parce qu'on fait des activités, et qu'on a un peu plus. Parfois, on n'a pas de chance, on aura le droit d'avoir un problème à l'épaule, une tendinite de l'épaule, même si on a un lupus. Vous voyez, c'est pas forcément toujours le lupus qui s'exprime. Donc, des douleurs musculaires et articulaires nocturnes sans gonflement peuvent-elles être liées au lupus? Peut-être, peut-être effectivement, si c'est effectivement plutôt la nuit qu'elles apparaissent et pas en fin de journée. Alors, donc des douleurs au genou, par exemple, avec des périodes inflammatoires, avec des gonflements, d'accord? Donc, c'est possible en fait effectivement d'avoir des gonflements à cause d'autre chose que le lupus, notamment des inflammations liées à de l'arthrose sévère. Euh, Parfois, il y a des vraies poussées d'arthrite hein, liées à d'autres choses que le lupus. Donc, oui, ça peut être le lupus, mais ça peut aussi être autre chose. Et ce qu'on appelle un syndrome rotulien, par exemple, c'est pas du tout lié au lupus. On a le droit d'avoir un lupus et d'avoir un autre problème. Donc là, un problème de rotule, par exemple, c'est possible. Donc, les aftes, symptômes du lupus, oui. Donc, je répète, les ulcérations muqueuses buccales, si elles sont fréquentes, évidemment, pas un aft tous les 6 mois comme tout le monde peut avoir, peuvent être des lésions de lupus. Et puis, il y a parfois des lésions d'aft qui ne font pas mal, enfin, des lésions, pardon, muqueuses buccales qui ne font pas mal, qui peuvent aussi être une forme de lupus qui s'appelle le lupus discoïde. Donc, normalement, quand le docteur vous examine, il regarde toujours dans la bouche s'il n'y a pas donc, des aftes douloureux, des ulcérations muqueuses douloureuses, mais aussi d'autres lésions qui pourraient faire penser à du lupus cutané. Donc tout ça, voilà, c'est complexe, hein, vous l'avez compris, parce que il peut y avoir le lupus, il peut y avoir d'autres pathologies associées au lupus ou pas d'ailleurs, d'autres antécédents, d'autres choses, aussi des choses banales, hein.
les tendinites, les migraines, tout ça peut se mélanger, hein, bien sûr, aux symptômes de lupus. Et puis, vous avez aussi éventuellement les symptômes qui sont liés aux effets indésirables des traitements. Donc, tout ça, parfois, se mélange. Et donc, faire le tri, c'est pas toujours évident. Donc, en tout cas, vous avez déjà un petit peu de matière à réfléchir par rapport à ce que je vous ai un petit peu cité. Puis, bien sûr, ensuite, il faut en parler avec votre médecin référent du lupus, hein. Donc, par exemple, les douleurs de pied, c'est pas très typique du lupus. Après, il y a quand même des patients qui disent que quand ils ont une poussée, ils ont aussi voilà, les chevilles et les pieds qui leur font mal. Donc, bon, c'est toujours pareil, c'est un petit peu au cas par cas. Alors, quelle est la durée moyenne d'une poussée? Ça, c'est une question intéressante. Ben, en fait, ça dépend si on la traite ou pas, hein, et comment on s'en occupe. En fait, parfois, alors bien sûr, si on laisse un lupus être actif et qu'on ne traite pas, ça peut durer plusieurs semaines, hein, voire plusieurs mois. Notamment, on le dit, hein, parfois quand on a un diagnostic qui est un peu difficile à faire. Au début, il y a des patients qui rapportent quelques semaines ou mois parfois avant qu'on leur ait dit, vous avez un lupus. Donc, bah voilà, ça peut durer quelques semaines ou mois. Euh, et puis, parfois, il y a des patients qui gardent, malgré le fait qu'ils soient suivis, traités, surveillés, qui gardent une activité minimale malgré de la cortisone à forte dose, ou, enfin à forte dose, qu'on maintient à 10 ou 15 mg par jour, malgré plein de traitements. Euh, c'est ce qui s'appelle, il y a une définition pour ça, hein, maintenant dans le bus, le statut d'activité de la maladie minimale. Donc, low disease activity status en anglais. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, parfois, on n'arrive pas à avoir zéro symptôme pour les patients. Ils vont toujours avoir une chute de cheveux, toujours avoir une petite éruption cutanée, mais on considère que ce doit être vraiment des symptômes minimes et qu'on doit arriver à l'objectif où il n'y reste presque plus, quasiment plus aucun symptôme, et dans l'idéal, bien sûr, aucun symptôme clinique sous traitement. Alors, est-ce que les symptômes prédominants seront pareils pour le lupus pédiatrique? Alors ça, je pense qu'il y aura probablement, on fera un webinaire sur le lupus pédiatrique parce que c'est vraiment une question particulière, notamment avec les pédiatres, on pourra en discuter. Euh, le plus souvent, les symptômes sont les mêmes, notamment quand on arrive à l'âge adulte, mais plus fréquemment en pédiatrie, on retrouve les manifestations hématologiques, donc les chutes de plaquettes, les chutes de globules rouges. Les atteintes rénales sont rapportées plus fréquentes aussi, donc ce qu'on appelle la néphropathie lupique. Et puis, par exemple, l'atteinte digestive, l'entérite lupique, c'est vrai que c'est plus souvent en pédiatrie que nous, chez les adultes, où on en voit quand même assez peu. Alors, on pose la question des anticorps antinucléaires et puis le risque de faire une poussée. Alors, c'est vrai qu'on a parlé que des symptômes aujourd'hui. Par définition, les symptômes ce sont les manifestations cliniques, d'accord? Euh, on considère que la protéinurie, c'est clinique si on fait la molécule urinaire. Bon, on peut discuter de ça. Et puis, effectivement, l'anémie et la chute de plaquettes, ça, c'est pareil. On met ça dans les symptômes, même si c'est vrai que c'est quand même lié à la biologie. Mais le reste des marqueurs biologiques du lupus ne sont pas des marqueurs de symptômes. Donc, on peut avoir des anticorps antinucléaires qui sont très élevés, au 1 1980e. C'est un marqueur diagnostique uniquement. Ça ne change pas du tout le traitement du lupus et le fait de faire une poussée ou pas. Pareil pour les autres marqueurs anticorps anti-ADN, compléments, tout ça. On les utilise pour évaluer le lupus, voilà, on les suit, mais ce ne sont pas des marqueurs associés à des risques de faire une poussée. Et donc, s'il reste positif et que vous n'avez aucun symptôme, on ne change pas le traitement parce que les marqueurs anticorps, anti-ADN ou le complément ou voilà, les anticorps nucléaires sont très élevés. Ils ne sont pas dans les normes en tout cas. Alors, on pose la question sur ce que c'est que la pneumonie du pic. Alors, en fait, c'est très rare la pneumonie du pic. Enfin, c'est rare, mais effectivement, c'est une inflammation du tissu du poumon cette fois-ci, et pas donc de la tunique donc, qui l'entoure. Euh, et ça ressemble, quand on fait une radio, à une pneumonie infectieuse, quoi, à une pneumonie à cause d'une bactérie ou d'un virus. Vous voyez, ça fait les mêmes dégâts sur le tissu, c'est-à-dire que ça inflamme le tissu du poumon, et donc on peut avoir du mal à respirer, tousser. Euh, voire avoir de la fièvre quand le tissu est très 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 inflammé. Euh, mais ce n'est pas lié à une bactérie ou à un microbe, à un virus, c'est lié au lupus en lui-même. Ça c'est pareil, c'est quelque chose de rare, mais qu'on connaît aussi et qui existe dans le lupus et qui est même souvent associé quand il y a une pneumonie en général. Du lupus, elle est souvent dans les deux poumons, ça peut nous aider à réfléchir, et puis souvent associée à ce qu'on appelle la pleurésie, donc à l'inflammation aussi des tuniques.
Donc, c'est un diagnostic qui n'est pas toujours évident la première fois, notamment quand on n'a pas de diagnostic de lupus connu, puisque ça ressemble, ça mime une infection pulmonaire, mais ce n'est pas une infection, c'est une inflammation liée au lupus, donc du tissu du poumon. Alors, on m'interroge sur si les œdèmes partent de même, faut-il quand même consulter? Alors, les œdèmes liés à une protéinurie, logiquement, ils ne partent pas d'eux-mêmes. C'est un peu compliqué, mais ça paraît, voilà. En général, quand il y a une inflammation rénale, les œdèmes ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Par contre, on peut avoir des œdèmes d'insuffisance veineuse, donc le sang qui ne circule pas bien au niveau du système veineux et lymphatique, qui fait qu'on a un petit peu les jambes gonflées, notamment en fin de journée. Et ça, c'est des œdèmes effectivement qui peuvent régresser quand il fait moins chaud, quand on met des bas de contention, voilà, avec euh, alors, c'est pareil, il y a des œdèmes qui peuvent être liés à l'insuffisance cardiaque, donc quand le cœur ne fonctionne pas bien, quand le cœur qui est malade, on peut avoir les jambes qui gonflent parfois, et quand le cœur va mieux, avec les médicaments qui font uriner, tout ça et tout, et ben, les œdèmes vont diminuer. Mais voilà, logiquement, s'il y a une protéinurie, une inflammation rénale, les œdèmes partent pas d'eux-mêmes. Après, si on a un doute, c'est pas grave, il suffit, comme je vous l'ai dit, de faire l'examen d'urine tout simple, et puis comme ça, on vérifie la protéinurie, et puis on est tranquille. Donc, le plus sage, si on a un doute sur les œdèmes, par exemple, bah, c'est de dire bah, je vais faire l'examen d'urine, je connais mon docteur, même le docteur traitant peut faire l'examen d'urine s'il y a besoin, s'il y a un doute sur les œdèmes et donc une atteinte rénale. Parce que bien sûr, plus tôt on fait le diagnostic de poussée rénale, bah, plus vite on traite et mieux c'est. Très bien, donc il y a eu pas mal de questions auxquelles on a répondu. Alors on me pose encore une autre question, je vais y répondre, mais les molluscums, donc ça par exemple c'est une infection. C'est une infection à cause d'un petit microbe, donc c'est pas lié au lupus. Éventuellement ça peut être favorisé par les traitements, mais c'est pas pareil que le lupus, hein. Les lésions du lupus spécifiques, voilà, c'est ce qu'on a évoqué. Euh, et en général, le docteur vous dit, bah oui, c'est le lupus cutané qui parle. Donc, si vous êtes d'accord, on va continuer un petit peu sur, après les symptômes, comment est-ce qu'éventuellement on peut essayer de prévenir euh, ces symptômes, donc les pousser, la survenue de symptômes. Alors, évidemment, on ne peut pas toujours prévenir les pousser, mais est-ce il y a des choses que vous pouvez essayer de mettre en place ou des choses que vous devez savoir pour, en tout cas, essayer de limiter, voilà, la reprise d'activité du lupus? Alors, pour commencer, ben, alors c'est vrai que ça peut paraître évident à dire, mais eh bien, un des moyens de garder la maladie endormie et contrôlée, et donc de ne plus avoir de symptômes, eh bien, c'est de prendre les traitements. L'exemple du plaquenil. Donc, je vous l'avais montré l'année dernière. Le plaquenil, ça fait longtemps, c'était en 91, vous voyez la référence. Donc, euh, les Américains avaient fait une étude toute simple en disant, bah, le plaquenil, est-ce que ça permet d'éviter les rechutes? Le plaquenil versus pas de plaquenil, donc versus un groupe placebo. Ils ne prenaient pas le traitement. Donc ça, c'est le nombre de patients qui vont faire une rechute. Et donc en bas, vous avez la courbe qui prend le plaquenil. Et puis en haut, alors c'est vrai qu'il n'y a pas des couleurs là, mais en haut, qui ne prend pas le plaquenil. Donc vous voyez que quand on prend pas le plaquenil, on a plus de rechutes, vraiment plus, vous voyez la courbe deux fois, même plus que deux fois plus de rechutes quand on prend le plaquenil. Et ça, c'est donc sur un suivi de 6 mois. Donc, prendre le traitement permet de garder la maladie endormie. Donc, même si la maladie va mieux, qu'il n'y a plus de symptômes, qu'on se sent mieux, eh bien, on continue les traitements de fond qui ont été prescrits puisqu'on sait que ça peut garder la maladie endormie. Quelque chose de beaucoup plus récent, là, de 2023, donc ça, c'est une équipe française qui a publié ça. Donc, le but était un petit peu d'évaluer les patients qui ne prenaient pas du tout de plaquenil, s'ils avaient plus de poussée que les patients qui prenaient bien leur plaquenil. Alors, comment est-ce qu'on a défini donc ça s'appelle la non-adhésion, donc, hydroxychloroquine, c'est ça le plaquenil, donc voilà. Donc, c'était défini par le fait d'avoir un taux de plaquenil qui était inférieur à 106. Donc, vous regarderez, vous, dans vos comptes rendus, ou euh, globalement, on surveille votre plaqueninémie, donc le plaquenil dans le sang. L'idée, c'est qu'il soit au-dessus de 500 ou de 750. Donc, le patient qui avait un plaquenil qui était inférieur à 106 dans le sang pour une dose de 2 par jour était considéré comme non adhérent. Donc, ça veut dire qu'ils ne prenaient pas leur traitement suffisamment. Donc, le groupe qui prenait bien son traitement et le groupe qui ne le prenait pas, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de poussées. Donc, par exemple, ça, c'est poussée de lupus dans l'année. D'accord? C'était le premier critère. Donc, vous voyez, tout le monde, il y avait quand même 28,9% des patients qui avaient une poussée dans l'année. Spontanée, pas spontanée, bon, ça, voilà, en fonction des traitements ou pas.
Et puis parmi ceux qui avaient... alors, vous voyez que ceux qui ne prenaient pas leur plaquenil, ils avaient beaucoup plus de risque de pousser, 58,3%, donc plus d'un patient sur deux, que ceux qui prenaient leur traitement par plaquenil. Donc ça, c'est d'autres façons d'évaluer la maladie active, hein. Donc ça, c'est un score d'activité de la maladie, ça s'appelle le SLEDAI-2K. Donc avoir 4 points de plus dans le score de la maladie, vous voyez, c'était beaucoup plus fréquent quand on prenait pas bien son plaquenil. Pareil pour le fait d'avoir un nouveau traitement par cortisone ou par immunosuppresseur, on avait plus de risque d'avoir un nouveau traitement dans l'année qui était prescrit si on ne prenait pas bien son plaquenil. Alors ça, c'est une ligne qui est intéressante, c'est le fait d'avoir une atteinte rénale nouvelle. Donc, vous voyez, un petit peu plus aussi, quoique là, non, c'était pas significatif. Alors après, c'est sur un suivi d'une année, hein. Donc, pas de différence pour ce symptôme-là sur une année de suivi entre ceux qui prenaient leur traitement ou pas. Bon. Et là, par contre, là, il y a quelque chose qui ressort, qui est, à la limite qui est significatif, hein. C'est le fait d'avoir un décès dans les 5 ans qui suivaient. Donc, ça veut dire une maladie peut-être tellement grave qu'on peut avoir des conséquences et un décès. Donc, plus fréquent, ça c'est quand même un message qui est très important, quand on ne prend pas son traitement, quand on prend son traitement. Donc, premièrement, bah, comment on peut prévenir les poussées, les rechutes ou bien la réapparition de symptômes? Eh bien, en prenant bien son traitement de fond, même si on se sent mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire aussi? Bah, essayer d'éviter les facteurs qui peuvent favoriser les poussées, donc qui sont connus. Donc, premier facteur, l'exposition au soleil, hein, vous le savez. Une fois exposition au soleil, ça peut donner des poussées de la maladie, des poussées cutanées, mais aussi des poussées générales, donc des poussées articulaires, des poussées rénales, hein. Donc ça, c'est quelque chose euh, que nous, on voit en pratique au retour de l'été, et puis que vous avez parfois expérimenté, soit lors de la première poussée, enfin, le diagnostic de la maladie, soit effectivement après avoir, après avoir été exposé au soleil, notamment au niveau de la peau. Donc, comment on fait? Eh bien, on utilise des vêtements qui protègent les bras, le cou, enfin voilà, des vêtements plutôt couvrants, des chapeaux et puis une crème solaire indice 50. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh bien, il faut éviter les médicaments qui sont inducteurs de lupus par extension, en fait, donc les médicaments qui sont connus pour induire, c'est-à-dire donner, révéler des lupus. Eh bien, par extension, on considère que ces médicaments doivent être évités puisqu'ils pourraient peut-être favoriser donc les poussées et les réveils du lupus. Donc, bah, simplement, on vérifie sur la notice, hein, du médicament. Par exemple, les antiépileptiques sont assez pourvoyeurs de lupus induit. Et puis, on demande au médecin, donc soit au médecin prescripteur, soit au médecin du lupus, si on a un doute. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? On peut essayer d'éviter les oestrogènes à forte dose. Donc, il faut adapter la contraception, éviter les œstroprogestatifs, donc les fortes doses d'œstrogènes dans la pilule, mais également éviter donc, ou en tout cas discuter des oestrogènes à forte dose dans les traitements, donc le traitement hormonal substitutif de la ménopause et également dans les traitements de stimulation dans le cadre d'une PMA, donc des procréations médicalement assistées. Parfois, il y a des traitements euh, qu'on donne pour stimuler la production euh, d'ovocytes, hein, pour les problèmes voilà, de grossesse, tout ça et tout. Bon, bah, il faut savoir que, il faut essayer d'adapter le traitement, il faut en discuter. Et puis, bah, il y a un moment où les oestrogènes sont à forte dose, et ça c'est physiologique, c'est le moment de la grossesse. Donc ça, évidemment, bah, voilà, on le sait, la grossesse, c'est un moment où il y a beaucoup d'oestrogènes dans le sang, c'est normal. Bon, ça, évidemment, on ne peut pas l'éviter, mais on peut essayer de surveiller cela. Un facteur qui est aussi très connu maintenant, c'est le tabac. Donc le tabac ne provoque pas de poussée de la maladie en lui-même, mais on sait que le tabac diminue l'efficacité du plaquenil. Donc forcément, puisqu'il diminue l'efficacité du traitement, il favorise, vous l'avez compris, les réveils de la maladie. Ça a été bien montré notamment au niveau des lupus cutanés. Et puis on n'avait pas compris au début pourquoi les fumeurs avaient un lupus cutané qui était plus résistant. Et en fait, c'est parce que probablement, effectivement, on s'est rendu compte que euh, quand on fumait beaucoup, probablement le platinum était moins efficace, on avait moins bien le lupus, et donc du coup on avait plus de lupus cutané, et on n'arrivait pas bien à le traiter. La fatigue. Comment est-ce qu'on peut prendre en charge la fatigue dans le lupus? Alors on peut peut-être commencer par, donc bien sûr on a dit, étape numéro un, contrôler la maladie. Donc ça veut dire évaluer le lupus, évaluer s'il est actif, changer le traitement s'il y a besoin. Donc ça, bien sûr, ça se fait avec votre médecin du lupus.
Et puis ensuite, on peut aussi faire le tour un petit peu des autres causes générales de fatigue. Si la fatigue devient trop invalidante ou est inhabituelle et empêche de faire les activités. Donc, il y a plein de causes générales qui peuvent donner la fatigue. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, une anémie, une carence en fer, une infection, par exemple, aiguë, des problèmes de thyroïde, une hypothyroïdie, une insuffisance corticotrope, donc en cortisone, qui peut être induite, par exemple, par la prise de cortisone au long cours, un diabète, une insuffisance en vitamine D. Voilà. Tout ça, ce sont des facteurs, des causes générales qui peuvent aggraver, majorer une fatigue. Et donc, pour cela, il faut faire un bilan biologique sanguin un peu exhaustif. On peut ajouter à cela une revue des médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent entraîner une fatigue ou favoriser une fatigue, notamment parce qu'ils donnent une somnolence, par exemple. Et puis, une dernière chose qui est assez classique de faire, c'est de discuter de rechercher une apnée du sommeil. Si on a un doute, on évalue voilà, le sommeil et on recherche une apnée du sommeil. Ensuite, il faut quand même évaluer l'anxiété et la dépression, puisqu'on sait que c'est des choses qui vont beaucoup influencer le sommeil, l'état général et puis donc bah, la fatigue hein, chronique. Donc pour ça, eh bien, on peut avoir besoin de soutien psychologique. Donc ça peut être pris en charge, hein, les prestations de psychologue avec un dispositif qui est actuellement en cours qui s'appelle Mon soutien psy. Donc ça, par exemple, si vous avez une prescription d'un docteur, notamment, disons, vous êtes en ALD, donc en affection longue durée avec votre lupus, vous pouvez avoir actuellement 8 séances avec une psychologue qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc il faut le savoir. Alors, c'est pas toutes les psychologues, hein, c'est celles qui sont voilà, répertoriées, mais c'est quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement. Et par exemple, ça permet d'accéder à des consultations avec une psychologue, enfin, avec un ou une psychologue, euh, qui sont remboursées. Vous pouvez aussi voir avec votre mutuelle. Les mutuelles aussi peuvent prendre en charge des consultations, on va dire, paramédicales, donc notamment, par exemple, avec un ou une psychologue. Comment est-ce qu'on peut améliorer aussi cette anxiété un peu liée à la maladie chronique, à l'angoisse que ça peut provoquer? Eh bien, on peut essayer d'améliorer ses connaissances sur la maladie, avec donc des conférences comme aujourd'hui, en contactant des associations de patients pour essayer de, voilà, de rencontrer d'autres malades, peut-être, puis d'avoir des informations un petit peu plus larges et de partager un petit peu ça. Et puis, il existe aussi l'éducation thérapeutique des patients. Donc ça, c'est des programmes qui sont voilà, en général qui ont lieu dans les centres de référence pour les maladies rares, notamment pour le lupus, où on va de manière active discuter de la maladie et puis essayer de vous donner des moyens pour améliorer au quotidien votre qualité de vie en connaissant mieux votre maladie, en sachant mieux comment réagir, comment voilà, faire des auto-soins et tout ça. Une dernière chose qui est importante aussi pour améliorer la fatigue, c'est la douleur en fait. C'est contrôler la douleur. Ça, c'est très important puisqu'en fait, les douleurs chroniques vont entretenir à la fois la fatigue du fait de troubles du sommeil. Par exemple, je vous l'ai dit, vous avez une polyarthrite qui donne des réveils nocturnes ou qui fait que vous allez vous lever dès le matin très tôt avec des douleurs. Eh bien ça va aggraver les troubles du sommeil et ça va aussi aggraver probablement les troubles du moral. Donc il faut bien prendre en charge la douleur, ça c'est tout à fait possible, notamment les douleurs donc ostéo-articulaires avec des médicaments, des thérapies physiques, voilà. euh, une dernière chose sur laquelle peut-être vous pouvez un petit peu, voilà, vous, patients, agir, c'est ce qu'on appelle le mode de vie. Donc, récemment, effectivement, il y a dans la littérature une revue, c'est-à-dire donc euh, un, euh, une lecture de tous les articles qui existaient sur le lupus et le mode de vie, avec une synthèse pour essayer de voir finalement dans les différentes études, qu'est-ce qui pouvait éventuellement être bénéfique pour les patients. Donc, qu'est-ce qui, dans le mode de vie, peut améliorer le lupus. Soit parce que ça améliore peut-être l'activité de la maladie, soit parce que ça peut améliorer la fatigue, soit la douleur, soit l'anxiété, soit voilà. Donc, il y a évidemment deux grands axes dans le mode de vie. C'est donc, premièrement, l'activité physique. Donc, ça, il y a eu plusieurs études qui ont montré que l'activité physique, ça pouvait améliorer, avoir des effets bénéfiques dans le lupus, donc sur la fatigue, mais également sur les douleurs, sur l'anxiété, sur la dépression et sur le sommeil. Alors, l'activité physique, elle était définie par une activité 3 fois par semaine et un exercice aérobie, c'est-à-dire un exercice quand même de durée prolongée, même s'il n'est pas très intense. Également aussi d'autres techniques qui ont été évaluées, d'autres activités physiques qui sont plus douces, le yoga, le tai chi. Il a été aussi prouvé que ça pouvait avoir un effet sur certains symptômes en lien avec la maladie chronique et avec le lupus.
Il y a eu aussi, il a été démontré aussi que c'était probablement plus efficace avec un coach ou dans le cadre de ce qui s'appelle l'activité physique adaptée, hein, l'APA. Ça, c'est un petit peu quelque chose de nouveau, mais dans le lupus, ça peut exister aussi, hein. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien connu dans les maladies chroniques comme par exemple le risque cardiovasculaire, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, mais ça peut être tout à fait adapté aux maladies inflammatoires, rhumatismales ou bien auto-immunes comme le lupus, avec les douleurs et la perte musculaire et tout ça. Donc on peut avoir des séances d'activité physique adaptées qui peuvent être prescrites. Et puis l'autre axe de mode de vie, donc c'est l'alimentation. Alors, il y a eu des études, vous voyez, sur différentes choses qui pouvaient éventuellement peut-être influer donc, le lupus. Donc, le régime méditerranéen, ça avait été évalué hein, dans une étude, hein, donc une étude italienne. Et puis, il y avait peut-être un effet sur l'activité de la maladie et sur les séquelles de la maladie. Et puis, en tout cas, il y avait un effet très probable sur le risque cardiovasculaire. Ce qui est logique, puisque voilà, quand on a un régime méditerranéen, probablement on diminue le risque de diabète, d'hypertension, d'obésité et donc tout le risque cardiovasculaire associé. Il y a une étude aussi en Asie sur l'utilisation de thé vert, qui peut-être améliorer la qualité de vie et l'activité de la maladie. Et puis, une étude, plus d'études, un peu plus d'études sur la vitamine D et le fait de corriger les carences en vitamine D donc sur l'activité de la maladie, mais aussi sur la fatigue, et puis sur ce qu'on appelle l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est en fait le prédiabète. Donc voilà quelques éléments de réflexion sur l'adaptation du mode de vie. Je ne l'ai pas remis, mais tout à l'heure on l'a dit, le tabac, évidemment, c'est partie du mode de vie, hein, donc éviter le tabac, à la fois un pour le facteur de risque cardiovasculaire, et puis aussi, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'effet du plaquenil qui peut être diminué quand on est fumeur. Voilà, donc je vais pouvoir maintenant répondre aux questions un petit peu plus générales sur comment prévenir les poussées ou la survenue de symptômes quand on a un lupus, avec les quelques éléments que je viens de vous présenter. Donc, je vais regarder les questions que vous avez posées dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que mes anticorps sont toujours négatifs, est-ce normal? Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, les anticorps ne sont pas toujours corrélés, ne sont d'ailleurs pas du tout corrélés à l'activité de la maladie, hein. Donc, ce n'est pas les anticorps qu'on traite, ce sont vraiment les symptômes, hein. Alors, on pose la question sur le fait de consommer du pamplemousse ou du soja et les poussées de lupus. Alors, je n'ai pas vraiment cette information. En tout cas, dans la revue littérature, ce n'était pas du tout mentionné. Donc, je ne sais pas voilà, si vous avez lu quelque chose à ce sujet. Alors, le pamplemousse, c'est très connu par contre pour influer sur les antivitamines K. Donc ça, c'est bien connu que ça influence les médicaments antivitamines K, qui sont des traitements qui fluidifient le sang. Le soja, alors le soja, il y a eu des choses avec soja et œstrogène, je pense, peut-être ça Mais bon, c'est un peu un raccourci à mon avis de parler de poussée de lupus en lien avec l'alimentation. À ma connaissance, non. Alors, actuellement, sous Benlysta, je présente un taux de lymphocyte B élevé. Est-ce inquiétant? Non. Je dirais que non. Il n'y a pas vraiment de lymphocyte B élevé dans le lupus. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de... Alors, c'est un peu compliqué de vous répondre comme ça, mais en tout cas, c'est plutôt une lymphopénie, c'est-à-dire une baisse des lymphocytes B qui est constatée euh, en lien avec le lupus ou avec les traitements d'ailleurs. Alors, la question du plaquenil qui a été arrêté. Donc ça, c'est des vraies discussions. Vous avez discuté de ça la dernière fois avec le professeur Amoura, hein, le mois précédent. Alors, les ophtalmologues, normalement, voilà, ils évaluent, quand ils évaluent de manière adaptée le traitement, ils peuvent parfois effectivement autoriser à reprendre le plaquenil parce que parfois, il y a eu par exemple un doute avec l'ophtalmologue qui vous a vu voilà, près de chez vous ou en ville. Quand on vous fait revenir ici, qu'on refait les examens avec l'ophtalmologue, soit en fait le diagnostic, c'était un autre diagnostic, ça existe, on peut avoir un diagnostic autre du problème de la rétine, soit c'est parce qu'en fait le champ visuel était un petit peu inquiétant et finalement on le refait, eh bien il est normal. Le champ visuel, je vous le rappelle, c'est un examen qui dépend un petit peu aussi de votre fatigue et de votre ration. C'est un examen qu'on appelle subjectif
il dépend un petit peu de est-ce qu'on est concentré, est-ce qu'on est fatigué. Donc, des fois, il peut varier un petit peu. Donc, il faut bien le faire quand on est en forme et le recontrôler. Et si l'ophtalmologue et le médecin du lupus sont d'accord pour reprendre le plaquenil, probablement qu'il peut être repris. Mais évidemment, c'est au cas par cas. Donc, le adénopathie au plaquenil, c'est une évaluation avec plusieurs médecins et puis c'est des surveillances et des contrôles réguliers. Alors, est-ce que les poussées se manifestent toujours de manière biologique et visible dans le sang ou ça peut être considéré comme une poussée du lupus juste sur les symptômes, par exemple articulaires? Donc, effectivement, je rappelle ça. Donc, les symptômes du lupus, c'est ça qui nous fait dire que le lupus est actif. Donc, c'est-à-dire que c'est les symptômes que vous présentez, les manifestations cliniques. On ne traite pas les prises de sang. Les seuls marqueurs qui sont pertinents pour considérer que le lupus est actif en biologie, ça va être les globules rouges pour une anémie, les plaquettes pour une thrombopénie si elle est sévère, donc une chute de plaquettes, et bien sûr la protéine la protéinurie, les protéines dans les urines. Ce sont ça les marqueurs biologiques qui sont des signes de poussée. Le reste, les anticorps, le complément, tout ça, ce ne sont pas des choses qui nous font décider du traitement. C'est des examens de surveillance ou de diagnostic, mais c'est pas ça qui nous fait décider. D'ailleurs, au départ, la rémission était définie par deux éléments. La rémission des symptômes cliniques, donc des symptômes que vous ressentez, et la rémission qu'on appelait immunologique ou biologique. Et finalement, on s'est dit que ça servait à rien, donc ça a été enlevé. Donc maintenant, l'objectif des traitements, c'est la rémission uniquement clinique, donc des symptômes cliniques, et pas la rémission donc des anticorps. Ça, on s'en fiche. C'est pas important. C'est pas le but aujourd'hui dans le lupus. Alors, le curcuma, on pose la question par rapport au curcuma et l'immunité. Est-ce que c'est autorisé dans le lupus? Bah, c'est pas interdit. Bon, voilà, c'est comme tout. C'était très à la mode le curcuma à une époque. Donc, il y a beaucoup de patients qui ont pris le curcuma pour les articulations et tout ça. Bon, voilà, ça repose sur pas beaucoup de choses voilà, scientifiques, mais en tout cas, effectivement, c'est maintenant, enfin, ça a été un moment à la mode. Bon, dans la revue de littérature que je vous ai citée, il n'y a pas eu d'article relevant, enfin, d'article pertinent en tout cas, et qui relevait une efficacité du curcuma sur la fatigue, la dépression, l'activité de la maladie ou les séquelles. Alors, l'oméga 3 est-il recommandé? Donc ça, c'est pareil, les oméga 3 ça a été aussi très à la mode. Bon, pas sûr que ça fasse grand-chose. En tout cas, ça vous fera probablement pas de mal non plus. Les substituts, tout ça et tout, voilà. Si vous prenez bien votre traitement du lupus et vous avez l'autorisation de votre médecin de lupus, bon, pourquoi pas, mais voilà. Faut attendre en effet, en tout cas, pour contrôler la maladie et en aucun cas pour remplacer, bien sûr, votre traitement validé habituel du lupus. Pareil pour le gluten, il n'y a pas vraiment de preuve que c'est un impact sur le lupus systémique. Il y a des vraies maladies cœliaques qui peuvent être associées, donc des intolérances au gluten vraies, qui peuvent être associées de manière plus fréquente au lupus, mais voilà, il n'y a pas de lien avec le lupus direct. Alors, après les problèmes neurologiques, j'ai eu des problèmes de vue. Bah, c'est possible quand on a un neurolupus, je vous l'ai dit, par exemple, on peut avoir une inflammation du nerf optique, donc du nerf oculaire. Donc ça, c'est plutôt un symptôme d'activité de poussée. Donc comment prévenir cela? Bah, c'est compliqué. En tout cas, il faut euh, prendre ses traitements et puis au moindre symptôme, voilà, surveiller et peut-être consulter. Alors, on parle de la CRP dans une poussée et la VS. Et où CRP? Alors, la CRP, c'est la protéine de l'inflammation. C'est ce qu'on dose quand on cherche une inflammation, peu importe qu'elle soit liée à une infection ou autre. Dans le lupus, la CRP est le plus souvent normale en cas de poussée. Il n'y a pas de raison que la CRP s'élève en cas de poussée dans le lupus, en dehors éventuellement de ce qu'on appelle les sérites, la péricardite et la pleurésie. Ça, c'est par contre, voilà, c'est des atteintes où on sait que la CRP augmente. Mais dans la polyarthrite, par exemple, dans les lésions cutanées, dans l'atteinte rénale, la CRP n'est pas un marqueur d'activité du lupus, hein, dans aucun cas. Donc, c'est pas du tout un signe de poussée. L'aquagym est-il conseillé comme activité physique? Ben oui, bien sûr, pourquoi pas. L'aquagym, c'est une activité qui à la fois sollicite quand même beaucoup de force, hein, c'est ce qu'on appelle aérobie,
Et en même temps, avec l'eau, ça peut avoir un effet aussi pour la douleur. Voilà. Donc, l'aquagym, c'est une très bonne, par exemple, c'est une très bonne idée comme activité physique dans le lupus. Est-ce qu'une chute de cheveux peut être alarmante en cas de lupus systémique? Oui, ça peut en fait. S'il y a une forte chute des cheveux, on peut se dire est-ce que c'est le lupus ou pas? Alors c'est rarement tout seul, mais parfois on a des grandes chutes de cheveux avec carrément des plaques, tout ça qui sont liées au lupus en lui-même, hein, bien sûr. Donc c'est pareil, c'est au cas par cas évidemment. Alors on me repose la question de la ménopause, c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que la ménopause diminue, fait diminuer, voire disparaître l'activité du lupus? Alors on dit ça de manière générale, on dit que avec la ménopause, le lupus tend à être moins actif, mais finalement, on ne sait pas si c'est du fait de la ménopause ou juste de la maladie qui a évolué après quelques années, puis qui finalement, au bout de 15, 20 ou 30 ans, finit par s'éteindre. Euh, c'est pareil, ce sont des généralités, donc c'est un peu en général, mais il existe des lupus qui apparaissent après la ménopause, et qui sont des lupus qui sont encore très actifs après la ménopause. Donc, c'est pas pour tout le monde, c'est au cas par cas. Ce sont des généralités, mais c'est pas. Donc, on dit que le plus souvent le lupus se calme, mais c'est pas toujours le cas, hein. Alors, est-ce considéré comme une poussée d'avoir de fortes douleurs articulaires isolées sur seulement une semaine? Alors, pourquoi pas? Parfois, il y a des patients, on les voit, qui nous disent, ah, pendant quelques jours, j'étais pas bien, puis c'est un peu passé. Ça peut arriver qu'il y ait des symptômes qui soient un petit peu fluctuants. Parfois, effectivement, on peut avoir une poussée, on va dire, modérée, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas très longtemps ou qu'elle n'est pas très intense, qui va un petit peu s'estomper. Mais c'est quand même à surveiller, parce que si ça revient trop souvent, ça veut dire que le lupus n'est globalement pas bien contrôlé et qu'il faut donc peut-être revoir le traitement global du lupus. Et alors, d'ailleurs, vous m'avez écrit que ça allait rentrer dans l'ordre après avoir pris de la cortisone, mais bien sûr, le traitement par cortisone, c'est le traitement de la poussée. Donc en fait, oui, ça va être amélioré par la cortisone, c'est certain. Alors, une question qui est importante, y a-t-il des aliments à éviter ou à supprimer de notre alimentation quand on a un lupus? La réponse est non. Il n'y a pas de raison de faire des évictions alimentaires. C'est déjà assez contraignant que ça d'avoir des médicaments à prendre, d'avoir des choses à faire plein partout. Je vous dis de faire du sport, je vous dis de faire, voilà, de prendre vos médicaments. Si en plus je vous dis qu'il ne faut pas voilà, manger ce que vous voulez, non, non, bien sûr. Il faut avoir une alimentation équilibrée, variée, hein, comme la population générale, mais il ne faut pas éviter ou supprimer par exemple le gluten, le lait ou je ne sais quoi, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions sur des régimes comme ça restrictifs. Vous avez déjà des médicaments à prendre, beaucoup de choses à faire et tout, pour ne pas en plus devoir faire des régimes dans le cadre de votre lupus, hein. Alors, auriez-vous des informations sur les activités thérapeutiques et le lupus? La balnéothérapie, est-ce que c'est pris en charge par la Sécu? Alors, en théorie, je pense que, effectivement, la balnéothérapie, si c'est fait chez le kiné, ça pourrait être, si c'est prescrit, donc par le médecin de lupus, peut-être ça pourrait être pris en charge. Parfois, c'est. Mais bon, il faut trouver un kiné qui fait la balnéothérapie. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, une question sur le Nurofen et ibuprofène. Alors oui, c'est partie des traitements qu'il faut éviter les anti-inflammatoires dans le lupus, du fait de la prise de cortisone déjà très souvent, et aussi du fait de risque d'atteinte rénale. Quand on a une atteinte rénale, on ne doit pas prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc les Nurofen, ibuprofène, Voltaren et compagnie. Et l'ibuprofène, c'est une interdiction qui est spécifique. C'est contre-indiqué dans le lupus formellement, parce que ça donne parfois ce qu'on appelle des méningites, donc des inflammations, des maux de tête très forts, euh, des méninges, quand on a un lupus. Donc, ibuprofène interdit, anti-inflammatoire le plus souvent déconseillé, au cas par cas quand même. Alors, oui, bah, c'est ce que dit exactement quelqu'un après. Pas d'INS avec un lupus. De manière générale, c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on vous dit. Ah tiens, j'ai une remarque intéressante. Quelqu'un dit que le curcuma est à éviter avec le cardégique. Alors peut-être, effectivement, c'est possible, pourquoi pas. Donc voilà, donc attention quand vous prenez un traitement comme ça, vous demandez à votre médecin du lupus, et puis il regarde avec vous, puis il vous dit oui, non, voilà. Alors, on m'a posé deux fois la question du neurolupus, donc pardon, je vais revenir un petit peu sur le neurolupus. Comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer le neurolupus? Alors, bah, c'est une bonne question parce qu'en fait, je vous ai dit que c'était pas spécifique. On vous dit, bah, on a les symptômes neurologiques et puis, voilà, on ne sait pas, ça peut être le lupus, ça peut être une inflammation, une infection, un AVC. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident comme diagnostic.
Donc, on peut citer quand même des marqueurs biologiques pour le coup, parce que quelqu'un, par exemple, qui aurait un tableau de fièvre, de confusion, je sais pas moi, de lésions sur la peau, et on fait une prise de sang et on trouve des marqueurs de lupus, c'est très évocateur. Exemple 1, donc quand la poussée de lupus est inaugurale, c'est-à-dire quand elle démarre la maladie. Quand on a déjà un lupus connu et qu'on a des symptômes neurologiques, et ben c'est beaucoup plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais effectivement, ça, c'est un peu les médecins qui voient si c'est vraiment atypique. Comme je l'ai dit, des maux de tête très résistants, avec donc des troubles de la mémoire, la dépression, d'autres symptômes, la confusion, tout ça. Effectivement, plus des marqueurs de lupus, plus on fait des examens complémentaires. Nous, en réalité, on cherche, on vérifie qu'il n'y ait pas d'infection, par exemple, du système nerveux. Donc, on fait des ponctions lombaires, par exemple, on vérifie qu'il n'y ait pas de virus, qu'il n'y ait pas de bactéries. On fait des imageries, on fait des IRM cérébrales, par exemple, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'AVC ou qu'il y ait parfois des éléments en faveur d'une inflammation. C'est pas toujours le cas, mais parfois on voit des éléments d'inflammation, notamment des vaisseaux, donc on peut conclure que c'est lié au lupus. Donc effectivement, un diagnostic qui n'est pas très simple, le neurolupus, mais voilà, souvent c'est comme des atteintes qui sont sévères, et donc voilà, elles sont explorées rapidement. Alors, mes médecins m'ont en cas de neurolupus, mais j'ai quand même des mémoires de mémorisation, des problèmes de mémoire. Alors c'est possible, alors c'est compliqué les problèmes de mémoire et de concentration, parce que ça peut aussi être très aggravé par la fatigue. C'est pas un problème de morale. Donc, le plus souvent, avant de penser qu'il y a voilà, des problèmes de mémoire plus sévères, il faut se poser la question du sommeil. Est-ce que le sommeil est réparateur? Parce que quand on est fatigué, très fatigué, on n'est pas concentré, on a du mal à rester fixé. Ça, c'est voilà, c'est la fatigue un peu psychologique, quoi, que tout le monde peut ressentir, hein. Alors, quelqu'un m'écrit, je suis entré aux urgences pour des douleurs abdominales intenses. Donc, ce que je vous disais, vraiment les douleurs qui sont pseudo-chirurgicales. On pourrait penser que vous avez carrément l'appendicite, tellement c'est voilà, c'est fort. Le médecin a parlé d'inflammation d'intestin due au lupus. Ben oui, c'est possible. C'est rare, mais comme dit, ça existe. Alors, cette inflammation de l'intestin qui est liée au lupus, on peut la voir aussi sur le scanner, hein. Donc, il y a des éléments autres que la douleur qui nous font poser le diagnostic, hein. Là, je vous ai parlé des symptômes que vous, voilà, vous devez connaître et qui font peut-être discuter euh, d'un symptôme de lupus. Ensuite, le médecin du lupus, il va faire d'autres examens éventuellement, des examens d'imagerie, des examens sanguins, éliminer d'autres causes et peut-être vous dire c'est une poussée du puce ou pas. Donc évidemment, la première étape, c'est le symptôme, mais ensuite, il y a toutes les explorations pour confirmer ou pas le diagnostic de lupus actif, hein. Alors, quelqu'un dit qu'effectivement, le lupus s'est présenté lors de sa ménopause. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce que l'arrêt d'une pilule par progestérone peut provoquer une poussée? Non, il n'y a pas vraiment de raison, hein. La pilule, ça ne protège pas à l'inverse non plus d'une poussée, hein. La pilule enfin, sans oestrogène. Comment savoir qu'on a guéri du lupus? Ben, c'est compliqué parce que on peut pas vraiment dire qu'on guérit du lupus. Ça, c'est un petit peu. On peut dire qu'on a un lupus qui est contrôlé, ou en rémission complète, ou bien quiescent. Un autre terme qu'on disait beaucoup avant, un lupus quiescent. Le terme guéri, c'est quand même pas un mot qu'on emploie normalement dans le lupus, parce que c'est une maladie chronique qui peut un petit peu voilà, s'endormir, s'éteindre. Enfin, vous voyez un petit peu quel mot voilà, figuré vous convient. Euh, mais guérir, c'est vraiment pas un terme adapté, bien que parfois, avec le temps, après 20 ans, 30 ans, par exemple, d'évolution, on peut voir des marqueurs biologiques du lupus disparaître, associés à l'absence de symptômes depuis plusieurs années. Et donc, on peut se dire, bon, le lupus semble être complètement éteint. Ça, j'ai du mal à dire le mot guérir, hein. Je préfère dire éteint, parfaitement contrôlé, endormi, en rémission complète, y compris en rémission complète sans traitement. Ça peut arriver, même si c'est très rare, cette situation de rémission, c'est-à-dire d'aucun symptôme, avec très peu ou aucun traitement. Donc, j'ai eu la dingue en mars 2024. Est-ce qu'une poussée est systématique après cela? Alors, c'est une bonne remarque. Est-ce que les infections autres, par exemple virales, Covid, ou bien des infections bactériennes, donc infection virale, grippe, Covid, infection bactérienne, je sais pas, pyélonéphrite, pneumonie, peu importe,
péricardite virale par exemple, peuvent favoriser, provoquer des poussées. C'est pas très clair. Je dirais plutôt non. C'est vrai que parfois les symptômes se mélangent. Alors, on ne sait pas très bien, par exemple, quand on a une péricardite ou des douleurs un peu articulaires, musculaires, est-ce que c'est un peu le lupus? Est-ce que c'est à cause de la maladie virale? Donc, mais en tout cas, non. Systématique, c'est sûr que non. Il n'y a pas de raison que après une infection, on ait une poussée, un réveil de sa maladie systématique. Alors, on me repose la question pour les anti-inflammatoires, est-ce qu'on peut les prendre sous forme de crème? Oui, parce que la diffusion, le passage dans le sang, il est quand même modéré quand on prend des crèmes. Donc, par exemple, les crèmes, quand on a, il y a par exemple la crème de Nurofen, tout ça quand on a mal au genou ou au bas du dos. Bon, pourquoi pas? Après, l'effet est quand même, reste quand même modéré, hein, des traitements locaux anti-inflammatoires, hein. D'ailleurs, certains sont même sans prescription, hein. Alors, un lupus endormi peut-il se réveiller quoi, à tout moment? C'est compliqué parce qu'on ne peut pas prédire, on n'a aucun marqueur aujourd'hui qui peut prédire une poussée. Donc on ne peut pas vous dire, votre lupus ne va pas se réveiller, tout va bien. Euh, on ne sait pas. On peut vous dire, votre lupus est contrôlé et on surveille. Mais effectivement, parfois le lupus, alors il y a des lupus qui sont tout le temps un peu actifs, hein, avec des poussées très fréquentes, mais il y a aussi des patients qui ont un lupus systémique qui est très bien contrôlé, et puis un jour, malgré tout, ils se réveillent. Même s'il n'y a pas eu de facteur favorisant, hein, parce que bien sûr, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait essayer de prévenir les poussées, mais pas toujours. Parfois, on fait tout très bien, on prend ses traitements, on ne se met pas au soleil, on ne prend pas d'œstrogène, on fait attention, on ne fume pas, enfin voilà, on fait tout, on essaye de faire tout ce qu'on peut contrôler, et puis malgré tout, la maladie se réveille quand même. Parfois, effectivement, il y a des poussées spontanées, même si rien n'a été changé dans le mode de vie, dans les traitements, dans, voilà, dans la prévention des facteurs favorisants. Alors, comment faire la distinction entre des douleurs qui sont liées à un sport, par exemple, et des douleurs liées juste au lupus? Eh bien, ça, c'est une bonne question. On va reprendre un petit peu donc, les caractéristiques des douleurs inflammatoires. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, les douleurs des rhumatismes inflammatoires ou des maladies auto-immunes, ce sont des douleurs d'horaire inflammatoire qui apparaissent la nuit, en fin de nuit ou le matin, avec donc un dérouillage. Donc, on est tout bloqué, et puis avec, après quelques minutes ou quelques heures, on se sent de mieux en mieux, les articulations vont se dérouiller. Évidemment, si c'est une plâtrée qui est très très sévère, on va mettre beaucoup de temps à se dérouiller. Mais voilà. À l'inverse, les douleurs qui sont liées à un sport, à une activité, donc à un traumatisme, à de l'usure, à de l'arthrose, elles vont être probablement favorisées par les mouvements, à l'inverse. Donc plus on va bouger, par exemple, si on s'est fait mal à l'épaule en jouant au tennis, hein, je vous donne un exemple, on s'est fait une déchirure musculaire ou tendineuse, eh bien, plus on va bouger l'épaule, plus on va être gêné. À l'inverse, dans le lupus, on va avoir une douleur qui va venir toute seule, spontanément, alors qu'on n'a rien fait, qui va plutôt s'améliorer dans la journée. Voilà comment on peut essayer de différencier des douleurs qui sont liées donc, au lupus ou des douleurs qui sont liées à un traumatisme, à une activité physique, à des douleurs d'arthrose, d'usure, des problèmes par exemple de vertèbres, des choses comme ça. Alors, on pose la question de comprimés, de capsules pour augmenter la préparation, préparer la peau au soleil, c'est une bonne question. Augmenter l'évolution de mélanine pour avoir bonne ligne. Est-ce qu'elles sont contre-indiquées en cas de lupus? C'est pas facile de vous répondre. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans en fait. Globalement, préparer au soleil, ça veut dire que vous allez vous exposer après. Donc je vous dirais non, il ne faut pas faire ça parce que ça va pas empêcher les UV de toucher votre peau, de détruire un petit peu les cellules de la peau et donc de favoriser un petit peu l'auto-immunité. Donc en fait, même si vous préparez entre guillemets la peau avec souvent c'est des nutriments en fait, hein, c'est des choses un petit peu des compléments alimentaires quoi. Bah non, en fait ça va pas du tout prévenir le fait d'avoir des poussées de lupus. Donc c'est pas contre-indiqué, mais en théorie, voilà, c'est pas logique de dire je prends un traitement pour aller m'exposer au soleil, en fait, pour me préparer à m'exposer au soleil. Ah, alors, on me pose une question sur les quartiers, qui est un petit peu hors sujet, mais vous allez avoir un webinaire dédié hein, aux quartiers sales. Donc,
euh, le traitement avec le CAR T-cells pourrait être envisagé dans combien d'années? Le second un jour pour le lupus. Donc oui, c'est déjà en cours, hein, les essais cliniques dans le lupus avec le CAR T-cells. Le professeur Amoura vous expliquera tout ça. C'est pas encore disponible parce que c'est vraiment encore d'études très, très précoces, mais c'est en cours d'évaluation. Donc peut-être un jour, effectivement, on aura, on l'espère, des CAR T-cells pour traiter les lupus, en tout cas sévères, réfractaires. Alors, j'ai une question sur l'inflammation des glandes salivaires et les parotidites récidivantes. Peuvent-elles être liées au lupus? Elles sont très probablement liées à une maladie qui est associée au lupus, parfois qui s'appelle le syndrome de Gougereau. Hein. Les glandes salivaires inflammées. Les parotidites sont des glandes salivaires. Hein. C'est pas le lupus, mais c'est très probablement le syndrome de Gougereau. Alors, on pose la question avec l'alcool et les poussées. Euh, Écoutez, il n'y a pas de preuve que l'alcool provoque de poussées de lupus, soit par un mécanisme indirect, soit par un mécanisme direct. Donc, je dirais non. Bon, voilà. Alors, évidemment, une consommation adaptée, tout ça, hein, vous vous en doutez, mais non, il n'y a pas de raison que l'alcool provoque des poussées de lupus. Alors, on me parle de neurolupus et d'épilepsie absente. Oui, bah, c'est possible. Par exemple, c'est un symptôme ça, qui est possible. Alors, ça peut être lié à plein de choses dans l'épilepsie, mais ça peut être, pourquoi pas, lié à un neurolupus. Alors, on parle de génétique et de lupus. Ça, c'est pareil, c'est une question qui pourra être un peu plus détaillée avec le docteur Mathian, qui vous parlera un petit peu du lupus et de la physiopathologie du lupus. En gros, pourquoi est-ce qu'on a un lupus? Donc, tout ça, la génétique, les anticorps, et vous aurez un webinaire dédié à cette question. Alors, on me pose la question par rapport au taux de plaquenil. En fait, c'est pas qu'il y a un taux normal, mais c'est que on pense que pour avoir une prise suffisante et efficace, il faudrait être probablement au-dessus de 750 ou au moins de 500 en dosage voilà, de plaquenil sanguin. Alors, j'ai encore 52 messages, donc je vais un petit peu accélérer et puis je vais me concentrer sur les questions qui touchent vraiment ce webinaire, hein, d'accord? Parce que euh, voilà, l'heure avance et je vois les questions s'enchaîner. Alors, ostéonécrose, bonne question. Je ne vais pas parler de l'ostéonécrose. Donc, c'est l'ostéonécrose donc des articulations. C'est, ça peut être fréquent, plus fréquent dans le lupus. Ce n'est pas un signe d'activité de la maladie directe. Il y a des patients qui font de l'ostéonécrose dans le lupus, effectivement. C'est quand même favorisé par la corticothérapie souvent, mais c'est pas une activité du lupus. Donc, ça veut dire que traiter le lupus, ça ne va pas empêcher forcément d'avoir des ostéonécroses. Alors. Alors, concernant l'alcool, effectivement, bah, j'ai vraiment pas de, non, non, il n'y a vraiment pas de lien entre prise d'alcool et puis poussée de lupus, hein. Donc, non, 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 pas d'inquiétude là-dessus. Alors, on boit voilà, de manière adaptée de l'alcool, on mange de tout, voilà, on a un régime alimentaire, voilà, euh, bon pour la santé, on va dire, mais voilà, il n'y a pas de raison de ne pas du tout boire d'alcool parce qu'on a un lupus, par exemple. Alors, la dose de plaquenine, ça c'est pareil, hein, c'est au cas par cas. Hein. Donc, le plus souvent, c'est 400 mg par jour. Parfois, on adapte en fonction du poids. Mais parfois, on essaie de vous mettre plus ou moins. Ça, c'est au cas par cas. Donc, la dose des traitements, ça, c'est une autre question. Et effectivement, ça a pas, voilà. C'est, le but étant de contrôler votre maladie avec le moins de symptômes possible. Et ça, évidemment, c'est au cas par cas. Alors, alors, on me pose la question de est-ce que le fait d'avoir des douleurs intestinales intenses pourrait être une preuve que le lupus touche les organes? Alors, euh, le lupus systémique, alors, quand on parle des articulations ou de la peau, on considère que c'est un organe. Alors, certes, il y a des atteintes d'organes vitaux, on va dire, et des atteintes d'organes qui ne sont pas des organes vitaux. Donc, on peut ranger les organes vitaux, vous l'avez compris, le cerveau, le cœur, donc les reins quand même, voilà. Mais la polyarthrite, les lésions cutanées sont des atteintes systémiques aussi, hein. Donc, c'est en lien avec le lupus systémique. Il n'y a pas de... Alors, je pense aussi qu'il faut essayer de ne pas garder ça en tête. Il n'y a pas de petit lupus et de gros lupus.
Si vous avez un lupus systémique diagnostiqué par votre médecin, même si il ne se manifeste que par des articulations inflammées, par exemple, et des lésions cutanées, ça ne veut pas dire que c'est un lupus qui n'est pas systémique et qui ne va pas éventuellement, voilà, parler d'autres manières. En tout cas, il n'y a pas des petits et des gros lupus, hein. Ça, c'est important. Donc, on peut avoir, voilà, dans l'évolution, différents symptômes à différents moments. Si vous avez un lupus systémique, vous avez un lupus systémique. C'est-à-dire qu'il peut, voilà, toucher différents organes de manière plus ou moins sévère, on est d'accord. Très bien. Alors, peut-être, voilà, on donne place encore à une ou deux questions sur les symptômes. Est-ce que vous avez des choses, voilà, encore que des questions sur les symptômes du lupus et éventuellement comment est-ce qu'on peut limiter ça. Donc voilà, des commentaires sur l'alcool, voilà. Bon. Vraiment, je ne crois pas, hein, je ne sais pas voilà, quelle inquiétude, pourquoi cette inquiétude est levée chez vous. C'est vrai que non, non, il n'y a pas de particulièrement de lien. Par contre, le tabac, ça c'est tout à fait décrit, hein. Très bien, bah, écoutez, c'est parfait. C'était une fois encore des échanges très intéressants. Alors, je reviens parce on m'a parlé, vous avez fait la question par rapport aux hanches. Donc, globalement, les articulations des hanches, elles ne sont quand même pas touchées en fait par le lupus, hein. C'est exceptionnel. Par contre, on peut avoir ce qu'on appelle une ostéonécrose, c'est-à-dire une destruction de la tête du fémur, donc au niveau des hanches. Euh, qui peut être favorisée par la cortisone, mais il n'y a pas d'inflammation stricto sensu de l'articulation des hanches dans le lupus. Alors le stress, par contre, on m'a posé la question par rapport au stress, effectivement. Donc, est-ce que le stress peut favoriser la survenue de poussées et la survenue de symptômes dans le lupus? Alors, c'est compliqué parce que parfois vous vous dites, bah voilà, moi j'ai eu dans ma vie un épisode de stress et puis après j'ai mon lupus qui s'est déclaré ou bien qui s'est réveillé. Alors, il n'y a pas non plus de lien direct entre l'anxiété, le stress, la dépression et le fait de faire une poussée, d'accord? Mais c'est vrai que quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est un peu déprimé, bah, peut-être qu'on se prend moins bien en charge, on prend moins ses traitements, on se laisse un petit peu plus, peut-être qu'on fait moins bien son suivi, et que du coup, cela, ça pourrait faire que les symptômes se réveillent. Donc, il faut, voilà, parfois il y a des moments où effectivement on s'occupe peut-être moins bien de soi quand on a des soucis, mais avoir des soucis en soi, même si on se sent voilà, très fatigué, très stressé, très anxieux, ne va pas, rassurez-vous, ne va pas réveiller votre lupus, hein. Il n'y a pas de raison, d'accord? Donc, au contraire, voilà, il faut prendre son traitement comme d'habitude, et puis voilà, pour ne pas avoir en plus de ces soucis maladie qui se réveille, mais non, le stress ne va pas provoquer des poussées de votre maladie. Et puis le CBD, bah ça, j'ai pas de il n'y a pas vraiment de choses particulières, de lien CBD, poussée de lupus, on ne sait pas. Alors, et on me demande, est-ce qu'on doit, alors, l'activité physique. Effectivement, l'activité physique, c'est bon pour tout le monde de toute façon. Ça permet de garder des muscles toniques, de se sentir bien, hein, d'avoir, voilà, aussi, hein, ça joue beaucoup sur l'anxiété et tout ça, l'activité physique. Ça permet parfois de perdre du poids, si on a envie de perdre du poids, notamment si on a pris de la cortisone, par exemple, ou si on est moins actif parce qu'on a une vie sédentaire. Faire un travail physique, effectivement, c'est déjà considéré comme activité physique, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est adapté au cas par cas. Mais si on a un travail qui est très physique, ou évidemment si on est prof de danse ou quelque chose comme ça, eh ben, on a déjà une grande activité physique et puis on n'est pas obligé d'en faire en plus. Mais voilà, pour les personnes qui sont un petit peu sédentaires ou qui ont peur de reprendre une activité physique parce qu'elles ont des douleurs articulaires, parce qu'elles se fatiguent, il y a une fatiguité qui est un peu différente, hein, parce que voilà, eh ben, on peut reprendre une activité physique douce, modérée, progressive. Et on sait qu'à la fin, ça fait du bien, voilà, après 3 à 6 mois, euh, à la fois pour le moral, pour la reprise musculaire, et puis éventuellement pour la fatigue, voire la récupération voilà, d'une qualité de vie qui est meilleure. Très bien. Ben, écoutez, merci à tous pour votre participation.